Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sur, enfin podcast La Sur live Twitch. Big Ben est présent, il a fait le déplacement depuis Marseille. Salut à tous. Rendez-vous compte. Et puis bien évidemment Polydomso, que vous attendez tous, tout de Venom vêtu, oui, non vous ne verrez pas, c'est superbe cuisse pour cette fois. Mais que un live sur deux, hein, c'est... c'est le quota. Alors bon, Cyril Gane, ce soir, affronte Derrick Lewis en main event de l'UFC 265. On va avoir très chaud. Peut-être, d'ailleurs, qu'on reviendra pour un petit live pendant le main event. En tout cas, pour les courageux qui seront là vers 6h30 du matin. Restez branchés, restez connectés, comme on dit. Et là, si vous ne l'avez pas vu sur nos réseaux, regardez ce magnifique mini-Gane, ce Golden Game, fait d'amour et de sueur par Mr. Big Ben. N'hésitez pas d'ailleurs à le remercier là sur le chat parce que franchement ce travail est magnifique. On a fait je crois c'est un post sur Twitter en story si vous voulez le voir avec un peu plus de détails, mais vraiment c'est de l'art hein, c'est du bel ouvrage, ouais. Franchement c'est magnifique, c'est fait en France, c'est cocorico fait quoi, avec amour. fait avec amour. Bien, alors oui, donc ce soir Cyril Gane affronte Derrick Lewis pour la ceinture intérimaire heavyweight de l'UFC. En cas de victoire, il entre dans l'histoire, en tout cas pour nous français, puisqu'il serait le premier membre de l'Hexagone, enfin en tout cas représentant, qui a porté une ceinture de l'organisation. On a fait la Way Too Early preview, on a fait la preview, on a fait une preview d'1 heure avec Polydomso dessus. J'ai fait un article aussi. Il a fait un article aussi, Polydomso. Polydomso a fait un article pour présenter toute la carte, un article aussi sur Derrick Lewis. Il est d'ailleurs toujours en homepage sur le site lasur.com. Oui. Ah, voilà, okay, se décaler légèrement Polydomso. Donc voilà, on en a pas mal parlé, mais là on va encore en parler, répondre à vos dernières questions. En tout cas, là, Polydomso, est-ce que t'es un petit peu tendu finalement? Ah ouais, moi je suis tendu à mort. J'ai plus un poil de sec. Plus on se rapproche du truc... Ouais, c'est Derrick Lewis, quoi. Tu peux jamais le compter hors d'un combat, quoi. C'est sûr. Et en plus de ça, s'il gagne, c'est de manière tonitruante. Donc forcément, comme nous on le kiffe bien, Cyril Gane, j'ai pas envie qu'il lui arrive malheur, tu vois, quelque part. Et c'est vrai que ce serait rageant parce qu'il est tout à fait possible, mais de toute façon, c'est ce qu'on avait évoqué lors des previews, ce qu'on avait évoqué lors de l'article, en fait, c'est que même si Cyril gagne 24 minutes et 50 secondes du combat, il peut quand même perdre le combat, quoi. C'est toujours possible. C'est bon, la phrase qui revient souvent, c'est que Cyril a besoin d'être parfait sur les 25 minutes. Derrick Lewis a besoin d'être parfait sur quelques secondes, tu vois, pour gagner le combat. Donc il y a une tension. Après, en termes de probabilité, je pense quand même que le match-up favorise plus Cyril, en étant rationnel et un peu moins émotionnel sur le truc. Il fait pas beaucoup d'erreurs, en fait, Cyril, et il fait attention, mais néanmoins, il y a toujours des ouvertures, il y a toujours une possibilité. S'il fait zig au lieu de zag, ça peut mal se produire, tu vois. Donc c'est pour ça, pendant la durée du combat, on va être... comme ça, tu vois. Ça va être très très chaud. Donc masterclass française ou chaos de l'espace américain. On va voir tout ça ensemble maintenant. Si vous regardez ça quelques minutes après la diffusion sur Twitch, c'est sur YouTube. Donc n'hésitez pas, petit pouce bleu, un abonnement, ça nous aide énormément. On va peut-être aussi le mettre sur les plateformes de podcast, donc Spotify, iTunes, les 5 étoiles. Big Ben va balancer le générique spécial UFC 265. Let's go. Welcome. Bien. Donc oui, on va d'abord s'intéresser à Derrick Lewis. Honneur à l'américain, l'hôte de l'UFC 265. La carte a été construite autour de lui. C'est d'ailleurs pour ça que l'UFC a peut-être, sûrement, très certainement précipité cette ceinture intérimaire pour Derrick Lewis, donc natif de Houston. Parce que oui, Polydomso, il y a un certain nombre de mythes, idées reçues autour de Derrick Lewis.
Et bon, moi, c'est un peu délicat pour moi d'en parler parce que je suis tombé un peu dans le panneau aussi de mon côté. C'est ce que j'expliquais dans le dernier article que j'ai rédigé pour ceux qui ont eu la patience et la curiosité de le lire. Et la passion aussi. Oui, 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 oui. aussi. Et en réalité, c'est que c'est toujours, en fait, pour le coup, Derrick Lewis, c'est vraiment le combattant poids lourd ultime d'une certaine manière, en ce qui représente les défauts et les failles finalement du combattant poids lourd de base à l'UFC, mais aussi le côté impardonnable et brutal et on va dire immédiat, tu vois, dans la sanction si tu fais une erreur, tu vois. Et en réalité, faut pas se laisser abuser par le fait il a un peu une réputation de mec un peu nonchalant, un peu je fais pas d'efforts, j'ai mal au dos, je suis tout le temps blessé, tu vois, en plus dans les combats, il n'est pas très actif pendant la majorité du combat parce qu'il gère en fait ses explosions, parce qu'il a un cardio qui est assez limité. Et à côté de ça, il a quand même une capacité athlétique assez impressionnante. Tu vois, quand il explose, quand il fait des coups de pied sautés ou des trucs comme ça, il arrive quand même à conserver son pouvoir de KO jusqu'à tard en fait dans le combat. Donc il est toujours obligé. En fait, il a une contrainte, si tu veux, d'énergie à gérer qui fait que il donne l'impression de pas faire d'effort en fait dans le combat. Il y a plusieurs combats où il fait rien pendant peut-être 1, 2, 3, 4 minutes sur un round. Ça lui arrive en fait. Et juste à un moment donné, il va exploser en fait. Et quand il explose, en revanche, sur les moments où en fait il parvient à s'exprimer, généralement il a le flair, tu vois, pour reconnaître le moment où il doit exploser en fait, que ce soit debout ou au sol. Et en fait, plus particulièrement au sol, c'était l'objet de mon article. Je trouve que techniquement, c'est un des aspects de son jeu qui est le plus sous-estimé. Tu vois, on sait tous que c'est un gars qui peut t'allumer, qui peut te mettre KO en un coup. On sait tous que c'est un gars qui, malgré le fait qu'il montre qu'il a mal dans l'octogone, il est toujours présent. C'est un des rares poids lourds qui ne s'écroule pas quand le combat va pas dans son sens. Il y a beaucoup de poids lourds. Je pense que c'est dû au fait que la façon dont ils s'entraînent, tu vois, ils s'entraînent avec des gens qui sont des gabarits plutôt normaux. Dans une salle, il y a 2, 3 poids lourds max, tu vois, il y en a pas 30 000. Donc du coup, tu es généralement le plus fort et le plus grand de ta salle. Et donc du coup, t'as pas souvent l'occasion d'avoir à lutter vraiment, d'avoir à te bagarrer, d'avoir dans les sparring, tu vois, de subir un peu et de revenir. Donc il y a beaucoup de poids lourds qui sont des espèces de géants un peu fragiles en fait finalement mentalement. Et quand le combat va pas vraiment dans leur sens, ça s'écroule. Tu vois, Derrick Lewis, il fait pas partie de ces gens-là. Il peut perdre 3 rounds et revenir. Donc ça, c'est une force incroyable. Et parallèlement, au sol, il arrive à sortir de situations vraiment désavantageuses. Attends, il s'est quand même pris des tentatives de soumission par Oleinik, Abdurakhimov, Tibura, enfin pour ne citer que. Il s'est fait contrôler au sol par quasiment tous ses adversaires qu'il a vaincu, bon, à part quelques combats qui se sont passés exclusivement debout, mais il arrive toujours à sortir, à se relever et à être représent dans le combat. Et pourquoi il garde cette réputation? Parce que finalement, Derrick Lewis, 12 KO à l'UFC en heavyweight, le record qu'il partage d'ailleurs pour toute l'organisation avec Matt Brown et Vitor Belfort. Et pourquoi il garde cette réputation? Parce que, si vous avez lu l'article de Polydomso, on voit très bien que ce n'est pas de la chance, et surtout qu'il y a une grosse partie technique aussi. Il y a une énorme partie technique en fait, mais encore une fois, moi aussi, ce que j'explique dans l'article, c'est que j'ai fait un mea culpa parce que pendant un long temps, en fait, moi j'ai sous-estimé cet aspect-là en fait de Derrick Lewis. Pour moi, Derrick Lewis, son succès était dû au fait qu'il avait des caractéristiques innées qui ne sont pas, on peut pas les nier quoi. C'est vrai qu'il a un pouvoir de KO de dingue, il est assez solide, il a plutôt un bon menton. Ça c'est un truc que tu l'as pas, tu vois, c'est pas vraiment quelque chose que tu peux apprendre en fait avec le temps. Et en réalité, je pense que ça éclipse tout le reste en fait. Et puis ça éclipse le reste et en plus de ça, je pense que sa personnalité joue là-dedans. Le sport, ce sport est aussi un sport spectacle et on donne une énorme importance en fait à la personnalité des combattants. Et la personnalité des combattants peut pousser certaines personnes qui ne font pas vraiment attention, qui sont plus des observateurs, on va dire, je veux pas dire casual, mais on va dire non initiés, tu vois, en fait à la technique et tout. Ils vont en fait prendre cette information qui est directe, l'information sur la personnalité, parce que Derrick Lewis, voilà, il parle beaucoup, il a cette attitude-là de mec qui force pas tellement, tu vois, sur l'entraînement et tout. Et ils vont prendre en fait cette information-là qui est immédiate et ils vont interpréter tout le reste à l'aune de cette information-là. Et c'est pour ça que moi, par exemple, le sol, moi ça m'étonne toujours, enfin c'est pour ça que je l'avais pas remarqué au début, mais en m'y repenchant pour rédiger l'article, quand tu écoutes les commentateurs, par exemple le Joe Rogan et tout, ils te disent oh il s'est juste relevé. Mais en fait il s'est pas juste relevé quoi, il a fait tout un travail technique qui est
très intéressant et que peu de heavyweights savent faire en fait. Et je pense que c'est un peu ça le problème à propos de Derrick Il Lewis. en joue aussi. Et il en joue, non mais il en joue parce qu'en plus c'est stratégique de sa part, parce que les gens après sous-estiment et ne s'y attendent pas, tu vois, cette technicité-là. Moi je suis sûr qu'il y a plein de heavyweights qui se sont retrouvés au sol avec Derrick Lewis en se disant bon je vais le terminer, et du coup merde, putain il est debout. Et il est debout et en plus il m'attaque, et là je suis mal, tu vois, donc c'est le jeu de Derrick Lewis quoi. Rendez-vous compte, on a déjà fait 3 vidéos sur le sujet, et on arrive encore à raconter des choses nouvelles, et surtout, Polydomso arrive encore. Et justement, en parlant du sol de Derrick Lewis, on a vu Cyril Gane lors de ses 2 derniers combats, Ouais. Il avait aussi tenté contre Don't Tell Mace de les amener au sol avec succès. Là, on le voit contre Jerzy Rosenstruck, contre Alexander Volkov. Il essaye aussi. Est-ce que là, Polydomso conseillerait finalement à Cyril Gane d'aller au sol? Parce que oui, il y a l'uppercut. Ouais, bah voilà, je vais pas le cacher, c'est le truc qui m'inquiète le plus en fait dans la perspective de ce combat, parce qu'en regardant les dernières sorties de Gane et bah, le dernier combat de Derrick Lewis, finalement, je trouve que Gane, autant il est très très propre et très précautionneux quand il s'agit de resserrer la distance pour développer son striking, prendre un angle dominant, tu vas sortir sur le côté, on va dire, par exemple il se met en gaucher, il va sortir sur le côté du coup gauche de son adversaire pour se protéger du bras arrière de son adversaire lorsque cet adversaire est en orthodoxe. Pour vous donner cet exemple-là, il y a plein de trucs qu'il fait justement pour se mettre à l'abri tout en développant son striking. Je trouve en revanche quand il fait ses tentatives de takedown qu'il est beaucoup plus évident, il est beaucoup plus direct et il dirige beaucoup avec la tête en fait. Ouais. Il n'a pas encore, parce que c'est pas son sport de base aussi, donc il doit encore apprendre et progresser, mais il n'arrive pas encore, tu vois, très bien à, c'est pas JSP quoi, tu vois, il n'arrive pas en fait à maquiller en fait son amenée au sol, et elle est un peu évidente et un peu nue en fait. Et le truc c'est que si Derrick Lewis a réussi à timer son uppercut contre Curtis Blade, on peut imaginer qu'il pourrait le timer sur Cyril Gane. Donc honnêtement, bon, moi j'avais déjà dit que c'était pas forcément la stratégie la plus indiquée, sauf dans une configuration où Derrick Lewis est déjà complètement à l'ouest, quasiment sur le point d'être fini, tu vois. Mais quand il est encore dangereux, qu'il a encore de l'explosivité et qu'il est toujours présent, j'encouragerais pas vraiment Cyril Gane à tenter cette approche. J'en profite, on est combien, mon cher Big Ben, en ce moment? Alors, on est pour l'instant 505. Record battu. Record battu, bah j'allais dire à partir des 500. Petite annonce, donc 2 annonces, les gars, on va régaler. Dans la vidéo récap et réaction, vous savez, juste après l'événement, quand on est complètement claqué, on fait une petite vidéo analyse à chaud, bien évidemment. On vous prépare un énorme concours. Là, vraiment, je pense que ça va être une dinguerie, donc voilà, je n'en dis pas plus. La suite sera dans la vidéo, mais je pense que vous allez apprécier, en tout cas les 3 gagnants, parce qu'il y en aura 3, vont être particulièrement gâtés. Alors, donc là on a vu le sol avec Cyril Gane. Derrick Lewis a aussi de solides arguments debout. Cyril Gane aussi, et notamment, bien évidemment, les attaques au corps. Ouais. Bon, ça c'était déjà une option qu'on avait couverte plus ou moins pendant la preview. C'est, je pense, le truc le plus attendu finalement, parce que c'est une vulnérabilité qu'a démontré à plusieurs reprises Derrick Lewis dans des précédents combats. Il est plutôt vulnérable de cette attaque, et en plus de ça, c'est une attaque qui permet de se tenir relativement loin des échanges vraiment dangereux avec Derrick Lewis. Donc là, le seul risque, finalement, c'est le cas où Derrick Lewis prend à pied, en fait, un pas lors de son agression au moment où Cyril Gane déclenche son middle kick ou son front kick. Bon, il faut juste vraiment... Tu vas pas... Encore une fois, tout est question de construction, de feinte et tu vois, d'arriver à déjouer l'attente de Derrick Lewis et de pas être évident, en fait, dans son approche. Il n'y a pas besoin d'être particulièrement explosif ni rapide pour le faire. Mark Hunt le faisait très bien, par exemple, dans son combat contre Derrick Lewis. Je l'ai revu récemment. Et bon, c'était un Mark Hunt qui était déjà vieillissant et qui était déjà beaucoup moins rapide et même un peu moins résistant. Mais étonnamment, ce combat, cette sortie de Mark Hunt, c'était une de ses meilleures sorties récentes, parce que en termes de feinte, de ce qu'il faisait et du nombre de coups qu'il a esquivé en fait de Derrick Lewis, où il l'a fait vraiment remiser dans l'air et il l'a crevé comme ça en fait en réalité, en mettant vraiment la pression sur lui, mais pas vraiment, il avait vraiment pas besoin de faire beaucoup de déplacements rapides, c'était vraiment beaucoup de feintes et beaucoup de... Tu vois, il a joué avec un peu les attentes de Derrick Lewis, donc je pense que, à mon avis, il y a une page qui peut être prise, tu vois, par Cyril Gane sur cette performance, il peut apprendre de Mark Hunt. Reste à savoir, le problème en fait, tout le problème des feintes en fait aussi, c'est qu'il faut installer la peur de l'attaque en elle-même. Si tu as juste des feintes tout court, ça va pas très bien marcher, tu vois. Et ça, c'est aussi une des craintes que j'ai, c'est que
Cyril Gane, dans le fond, c'est un combattant qui est très athlétique, qui est très rapide, on le répète à chaque fois, mais il n'a pas encore, enfin, je trouve, il n'a pas vraiment le mordant dans ses coups, qui fait que peut-être quelqu'un comme Derrick Lewis, oui. puisse le respecter ou pas, tu vois. Et il faut en fait se faire respecter un mec comme Derrick Lewis quand tu l'attaques, tu vois. Parce que si Derrick Lewis décide, bon, bah, tu me donnes un coup, mais ça me fait rien, je te rentre dedans, là, après, le combat devient beaucoup plus hasardeux, tu vois. Ça peut être un peu la roulette russe à chaque échange, en fait. Tandis que si tu arrives à le mettre dans une situation où il sait pas quand est-ce qu'il doit déclencher parce qu'il a peur de prendre le coup, où il sait pas si le coup va venir ou pas, là, t'es dans une situation où c'est beaucoup plus simple à gérer, en fait, en réalité. Surtout face à un mec, Derrick Lewis, il fait maximum 2-3 coups. Enfin, même 2 coups, tu vois, généralement en contre. C'est très rare de le voir faire des combinaisons quand l'adversaire est pas déjà recroquevillé sur lui-même contre la cage. Ou en ground and pound. Ouais, voilà, exactement. Polydomso, parce que oui, c'est exactement ce que Polydomso a dit lors de la pesée. Derrick Lewis, c'était one time. Et selon lui, il ne suffira d'un seul coup, finalement, pour mettre KO Cyril Gane et pour en finir et récupérer cette ceinture intérimaire. On nous l'a beaucoup demandé en commentaire. C'est un peu tout ce qu'on a pensé de la conférence de presse, mais aussi de la pesée, de ce qui s'est passé. Parce que oui, pour la première fois, on a vu Cyril Gane un petit peu bousculer, en tout cas quelqu'un qui allait au contact. Ouais, c'est le premier, je crois, qui a cherché le premier, Cyril, vraiment bon. C'est Derrick Lewis, il le fait tout le temps. Il l'avait fait avec Francis Ngannou aussi également. Donc c'est son truc, il fait un peu le show, tu vois, et je pense qu'il faut pas se laisser impressionner outre mesure. C'est un peu du théâtre, tu vois. Ça, enfin, il est pas méchant, tu vois. C'est pas, il va pas t'attaquer, tu vois. Hors de l'octogone, c'est pas le genre de Derrick Lewis, quoi. C'est juste un peu, tu vois, pour et aussi pour gagner un petit avantage psychologique. On va pas le nier non plus, tu vois. Donc bon, moi j'aurais espéré très honnêtement, mais bon, je sais que ça correspond pas tellement à la personnalité de Cyril Gane, mais j'aurais espéré qu'il lui rentre un peu plus dedans aussi, justement parce que ça aurait été inattendu en fait, et qu'en termes de guerre psychologique, ça aurait pu être intéressant qu'il fasse ça, tu vois. Parce que on le connaît, Cyril Gane, c'est un mec qui est très il est serein, et pour lui, tu vois, c'est another day in the office, tu vois, c'est juste son, tu vois, il fait son taf, quoi, tu vois, et c'est très respectable aussi pour ça, parce que pour lui c'est un sport, tu vois, mais justement, je pense que ça aurait surpris pas mal de gens, en fait, alors je dis pas qu'il aurait dû faire, tu vois, genre DC John Jones, le fameux wait-in, enfin face-off dont on se souvient tous, mais ouais, avec l'ancien vice-président de l'UFC qui très, avait très été drôle. bousculé lui aussi. Le mec faisait genre 70 kilos, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, pauvre type, tu vois. Et non, et en revanche, non, mais juste qu'il était un peu plus présent. Bon, tout en sachant que, très honnêtement, on va pas se mentir, quand t'es aux États-Unis et que t'es pas américain, et que t'es pas non plus, on va dire... Et que dire... t'es pas chez toi aussi, parce que là c'est à Houston. Ouais, t'es pas chez toi, t'es pas américain, et tu fais pas partie, on va dire, tu vois, genre les Irlandais, Anglais, les Anglo-Saxons, tu vois, parce qu'on tolère un peu, les Américains tolèrent un peu plus de leurs lointains cousins. Et puis qu'on suit une réputation un peu plus sulfureuse. Oui, bah oui, c'est ça, c'est clair. Bah faire le bad boy, c'est peut-être un peu moins pris, tu vois, un peu moins bien pris. Bon, c'est l'injustice de ce sport. C'est vrai que le public américain tolère certains comportements quand c'est les combattants locaux et pas d'autres. Voilà, bon, il y a tout un tas de facteurs à prendre en compte quand on a une conduite hors de l'octogone. Je pense qu'il aurait été pas mal qui rentre un peu dedans, tu vois, genre un petit peu, tu vois, genre. Il est quand même resté en place, mais c'est vrai. C'est vrai que ça aurait été pas mal, ouais. Bon, en tout cas, Cyril ne s'est pas écrasé. Il y en a certains qui ont dit aussi, peut-être que Derrick Lewis est un peu plus stressé que d'habitude parce qu'il force un peu. Moi, franchement, je trouvais qu'il était fidèle. Non, fidèle déjà, c'est du Derrick Lewis dans le texte, et puis au-delà de ça, on peut jamais savoir. Moi, je m'amuse pas à faire des analyses là-dessus, parce que c'est d'un côté, il y a certains qui ont l'air stressés. Je vous renvoie à Cody Garbrandt avant son combat contre Dominic Cruz. Complètement. Où il avait l'air complètement à l'ouest, déstabilisé. Et il nous surtout dans les discussions, ils avaient fait ce qui s'appelle Counterpunch, je crois, c'était le truc de l'UFC. En gros, ils mettaient les deux face à face et ils faisaient une interview. Et ouais. Il était dépassé, et il nous a sorti un de ses plus beaux combats de sa carrière, en fait. Et dans d'autres côtés, t'as des mecs qui ont l'air, tu vois, à fond dedans, et qui se font éteindre. Non, c'est trop hasardeux. Je peux pas me prononcer. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est du Derrick Lewis. Moi, ça me choque pas. Mais en tout cas, Cyril a reconnu, justement, en conférence de presse, qu'il était nerveux, mais c'était ok pour lui, il était ok avec ça. Et puis bon, comme il l'a dit, c'est la première fois, hein, mine de rien, qu'il est en conférence de presse comme ça, en terre hostile, comme il l'a dit, donc bon. Mon cher Ben, peut-être qu'on va prendre une première question. Alors déjà, oui une question qui est revenue très souvent, quelle chaîne, quelle heure, comment mater cette UFC? Alors les gars, c'est très simple.
Ça commence à partir de 4h du matin sur RMC Sport. Donc si vous avez l'abonnement à RMC Sport, bah c'est parti, vous regardez RMC Sport. Si vous n'avez pas RMC Sport, il y a le Pass Combat. Le Pass Combat qui est disponible à 5€. Si vous regardez la dernière vidéo YouTube sur la chaîne La Sueur et les derniers posts Instagram, on vous renvoie vers notre lien perso sur ce Pass Combat. Et si vous achetez le Pass Combat via le lien La Sueur, qui est, je crois, c'est bit.ly/Pass Combat, bah on reçoit un petit pourcentage de ça, donc ça nous aidera aussi. Donc si vous... Voilà, si Si vous d'aventure... sentez l'âme généreuse. Si d'aventure vous achetez le Pass Combat, passez par notre lien, ça nous aidera... Je vais pas dire énormément, mais ça nous aidera un peu quand même. Donc voilà, et Ben, je pense, va le mettre aussi dans le chat, hein, le lien. C'est... Oui, bon, peut-être. Ouais. Allez, Quand même. allez, Ben. Je vais vous mettre ça, je vous mets ça. Allez, Ben. C'est le lien bit.ly/pas de combat. Passe combat, pardon. Pas de combat. Non, Ouais. là, on Pas espère. de passe-combat, pas de combat. Pas de combat, pas de combat. Donc en tout cas, on espère quand même une très très grosse soirée pour Cyril Gane, qui devrait lui ouvrir les portes vers un combat face à Francis Ngannou. Mais revenons au choc d'Eric Lewis, Cyril Gane. Il y a aussi cette question, mine de rien, il n'a eu que 5 semaines, Cyril Gane. Et là, plus, on va dire, plus on se rapproche du combat, plus j'ai l'impression que du côté des journalistes, ça devient aussi, tu vois, une vraie... Enfin, les gens commencent à se rendre compte que, oh ouais, il y a ça, et mine de rien, il y a sa deuxième... D'ailleurs, félicitations à lui, il y a sa deuxième fille qui arrive aussi, là, qui devrait arriver dans les prochains jours. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui va compter aussi, ou comme l'a dit Cyril, à partir du moment où il a fait son choix, il est concentré sur sa target, et c'est parti, on avance. Ouais, je pense qu'on peut faire confiance à Cyril là-dessus. Après, le truc du deuxième camp, enfin de pas de repos, de juste 5 semaines, oui, ça évidemment ça joue. Et ça rend le combat encore plus difficile pour Cyril. Ça, c'est un truc qu'on a évoqué pendant la preview et dans l'article. Il faut pas négliger l'effet que ça peut avoir. Bah alors, Ben... Ce professionnalisme digne des grands là, l'effet que ça peut avoir sur la préparation d'un combattant, c'est très difficile. Au-delà de ça, il y a l'aller-retour aussi aux États-Unis qui joue, tu vois, qui est fatigant, tu vois, c'est quand même, je sais pas, 10 à 12 heures d'avion, c'est compliqué, donc c'est des trucs à prendre en compte. De son côté, en plus, Derek Lewis, paraît-il, a fait une de ses meilleures préparations. Mais non, mais c'est Oui. après c'est ce qu'ils disent toujours en amont d'un combat, mais et c'est ce qui a l'air de se dire. Il a l'air d'être en forme, il a pris vraiment le truc au sérieux, il a pu se préparer de manière adéquate aussi. Il a dit que c'était le combat le plus important de sa carrière. Bah je pense, hein, mine de Très rien, il est à probablement, Houston. Ouais, en plus de ça, pour le coup, lui, il avait eu un title shot avant contre Daniel Cormier, mais il avait été précipité après un combat qu'il avait très largement perdu. Quand on se souvient de la chronologie, il avait passé 3 rounds à se faire rouer de coups par Volkov avant de sortir un Helluva punch, tu vois, genre au dernier moment. Et puis après, quelques semaines ensuite, il enchaînait directement sur le combat contre Daniel Cormier. Je pense Dans que les mêmes conditions un peu que Cyril, ouais, c'était... voilà, c'est ça, c'était plus ou moins, ouais. Ouais, 5-6 semaines, hein, je pense, hein, pas plus, tu vois. C'était même moins. Et bon, bah, il y allait sans trop y croire, tu vois. Là, pour le coup, il a pu se préparer longtemps. Bon, il n'a pas pu se préparer spécifiquement pour Cyril, mais il savait que c'était dans cette période. Il savait que c'était dans cette période, et bon, il s'est préparé pour Francis, donc il s'est bien préparé, je pense. Ah oui. Bon, en tout cas, Cyril Gane a déjà affronté des adversaires qui présentaient, en tout cas sur le papier, je pense notamment à Jairzinho Rozenstruik, un danger similaire à Derek Lewis. On sait que Cyril Gane est intelligent, on a presque envie de se dire, Polydomso, c'est du tout cuit. Et d'ailleurs, quand on regarde les bookmakers, si jamais vous êtes parieur, hein, Cyril Gane est énorme favori. D'ailleurs, Derek Lewis est le plus gros outsider de cette carte. Ouais, mais bon, c'est dangereux parce que si... Et justement, il y a certaines personnes qui disent, comme Derek Lewis est énorme outsider, c'est qu'il va gagner. Non, bon, d'accord, on peut dire ça. Il y a aussi des gens qui disent, ouais, Cyril Gane est beaucoup plus complet techniquement, donc c'est Derek Lewis qui va gagner parce que c'est un... Bah justement, tu vois, on parlait de mythes et d'idées reçues. C'est aussi l'image qu'il a, tu vois, c'est de faire tromper, en fait, de faire mentir les pronos et de faire mentir... bah, il était aussi vraiment pas favori contre Curtis Blade, hein, et je pense aussi qu'il devait être outsider contre Francis Ngannou également. Hein, ouais, complètement. Donc il est coutumier du fait, il s'intimide pas de ça du tout. En fait, ça lui passe à 15 000. Hein. Il peut être vraiment contre vous pouvez le mettre contre un Charles Leclerc, il serait pas intimidé non plus. Donc c'est comme ça, c'est Derek Lewis. Après, je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles les bookmakers sont quand même plus en faveur de Cyril Gane. En fait, c'est parce qu'il y a ce pouvoir de KO et qu'il y a cette faculté, tu vois, à égaliser un combat et à éteindre un combat en un coup, que justement, en fait, en réalité, même si en termes de
de probabilité, je pense que le combat contre Volkov était plus dangereux, représentait une plus grande menace de défaite pour Cyril Gane. En termes, je pense qu'il a moins de chances de gagner Derrick Lewis, mais s'il gagne, ce sera de manière catastrophique pour Cyril Gane. Tu vois, Choqué de la brutalité. Ouais, c'est ça. On va prendre une nouvelle question, mon cher Ben. Il n'y a pas de question. Ben, en fait, vous avez déjà répondu à beaucoup de questions, Oh là. surtout sur la prépa. Est-ce que le combat, il était pas trop rapide? D'accord. Est-ce Bah, on que- vous invite d'ailleurs, je coupe Ben, je suis vraiment désolé, à regarder la dernière vidéo sur la chaîne La Sueur. Magnifique travail de Rust. Ouais. Franchement, à mon sens en tout cas, je sais pas ce qu'en pensent Ben et Polydomso, mais c'est la meilleure de ces vidéos. Ouais, ou au moins une des meilleures, mais c'est vrai que c'est un Masterpiece. petit Ouais, bijou. Hein, c'est un petit bijou, Masterpiece, cette vidéo. aucun temps mort, vraiment ça s'enchaîne, mais c'est magnifique. Ouais, et justement, on voit les coulisses de la préparation de Cyril Gane. Et du coup, ben, vous avez un peu répondu aussi, mais il y a beaucoup de questions sur le menton de Cyril. Est-ce qu'il a déjà Eh oui. pris une... Bah, il a pris des contres quand même qui étaient plutôt beaux et clean de la part de Volkov. Et c'est ça qui m'inquiète parce qu'il a pris des uppercuts contre Volkov, enfin des uppercuts, peut-être un uppercut, je crois que c'était au 4e round de mémoire, mais donc il a pris des coups. Ça a pas l'air de. Il y a de eu ce l'avoir, moment en fin de première aussi contre Junior Dos Santos. Ouais, mais c'est bon. plus. C'est juste qu'il s'attendait pas à prendre le C'est coup. ça. C'est pas qu'il a été Non, choqué, non. c'est que juste tiens, j'ai été touché. C'est ça. Mais non, après c'est vrai qu'on peut pas savoir ça. En fait, pour le moment, Tout il se passe semblerait bien. que tout se passe bien, mais de toute façon, que vous ayez un bon menton ou pas un bon menton contre Derrick Lewis, j'ai envie de dire, C'est comme regarder Francis avec Stipe Miocic. mais c'est complètement Ouais. anecdotique. Hein. Je veux dire, là pour le coup, il t'éteint, quoi. C'est clair. Donc voilà. Bah, en tout cas, oui, il ne faut pas qu'il soit touché. Touché sans être touché ce soir. Et sur la com, justement, ben, beaucoup de questions sur le comportement de Cyril en presse-conférence. Parce que les gens sont. N'hésitez pas à dire dans le chat, vous étiez content de son comportement ou justement il s'interrogeait sur le comportement de Cyril. S'interroger, ils se disent peut-être qu'il est trop gentil, peut-être que ouais. pour les États-Unis, ça va pas hyper. Après, pour Est-ce moi, que c'est l'UFC en fait. le met assez en avant. Est-ce que lui il rentre dans le jeu? Là, ils le mettent en avant. Là, je sais pas si vous avez remarqué, mais là, l'UFC, ils sont en train de poser comme ça, petit à petit, leur pion pour l'UFC Paris. Parce que clairement, quand vous voyez le trailer, ça commence par la Tour Eiffel, MMA Factory, on est à Paris. Donc, ils ont déjà en tête, et puis, à chaque fois, hein, Cyril Gane, ancien partenaire d'entraînement de Francis Ngannou, voilà. Là, il est quand même bien mis en avant, mais je pense qu'après, oui. Aujourd'hui, à mon avis, c'est compliqué de vendre énormément de pay-per-view avec cette image-là, mais au moins, il est fidèle à cette image de gendre idéal. Donc d'un côté, ça peut lui rapporter énormément, mais c'est vrai que le côté un petit peu Conor McGregor, trash talking, qui fait que vous faites des records de pay-per-view, là, ça peut être un peu plus compliqué. Mais moi, je pense qu'on lui pardonnerait pas d'être comme ça, tu vois. Bah, s'il faisait. Oui, entièrement s'il virait d'accord. sa Oui, cutie, tu c'est- vois. c'est Donc, je pour pense ça. que stratégiquement, c'est là pour le coup, t'es sur le fil du rasoir quand t'es dans la situation de Cyril Gane. Bah, surtout que c'est lui, en plus, là, maintenant. Enfin, je veux dire, il se force pas à être comme ça. Non, bien sûr, non, mais vaut mieux de toute façon qu'il soit authentique. Mais même à imaginer que, tu vois, il aurait peut-être eu une velléité de vouloir s'énerver à ce moment-là et qu'il s'est peut-être contrôlé, on sait pas, c'est probable. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que il a cette image déjà qui est celle du bon gamin, qui est une image qui remue pas les foules, mais qui est stable et qui est attachée en fait à sa personnalité et qui est authentique. Et qui casse l'image du sport aussi. Et oui, tout à fait, oui, parce que pour le coup, un champion poids lourd qui a cette image-là, c'est vrai que c'est bon. Il y a eu des gens comme ça qui étaient pas forcément agressifs. Non. Stipe Miocic, c'était le Forrest pompier Griffin. pour le coup. Oui, aussi, il y en a eu plein. Enfin, Georges Saint-Pierre aussi également. Mais je pense quand John même. Jones. Oui, tout à fait. Dans les débuts, John Jones, Oui, les c'était débuts ça dans sa justement. jeunesse. Jusqu'à 2015. Oh là là, il y a très très longtemps. Hein. Et donc, ouais, je pense que le public américain lui pardonnerait moins, tu vois, s'il allait à fond, s'il poussait à fond les potards. Moi, quand j'ai dit que j'aurais voulu qu'il soit un peu plus agressif, c'est que j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de répondants face à Derrick Lewis. Pas forcément qu'il aille lui mettre un coup de pression en front contre front et lui mettre une target, tu vois, non, c'est pas ça que j'imaginais, tu vois, mais qu'il soit un peu plus présent physiquement et que après l'altercation, c'était peut-être le moment de montrer un peu plus ses émotions, justement. Et là, je vais poser directement une question à Polydomso, qu'il n'aime pas trop, parce que Polydomso aime bien se baser sur du concret avant de répondre. Mais là, c'est plus pour Cyril Gane sur un petit pari sur l'avenir, c'est en restant tel qu'il est aujourd'hui. Moi, ma petite théorie, c'est s'il reste invaincu, qui nettoie toute la catégorie, il deviendra une attraction. Et est-ce que toi, tu es de ceux qui disent, peut-être qu'il peut être un José Aldo ou un Dimitrius Johnson,
où il ne fait pas de vagues, mais ça ne va pas intéresser les foules, justement. Bah, je pense quand même qu'on est chez les poids lourds, donc ça intéressera quoi qu'il arrive les foules. Et pour le coup, quand t'es invaincu et que tu domines tes adversaires, tu peux avoir la personnalité d'un frigo. On est intéressé par toi, tu vois. C'est au contraire. Regardez, je dis pas que Fedor a la personnalité d'un frigo, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais Fedor pendant longtemps, il a la largeur en tout cas. L'aura qu'il avait, c'était aussi parce qu'il s'exprimait quasiment pas en fait. Il avait presque pas de personnalité publique. Il était invaincu, on savait pas où il s'entraînait. Ça rajoutait quelque chose de mystique en fait au truc. Et ben, vous voyez, Cyril Gane, s'il est sympa mais qui met des taquets à tout le monde, ça peut être peut y avoir un contraste aussi, tu vois, gentil garçon mais quand même chaud, il défonce les mecs, tu vois. Donc ça peut être marrant aussi, tu vois. Enfin, puis bon, les Français, on a un peu cette réputation là aux États-Unis. Hein. Faut pas oublier les rares champions qu'on a eu vraiment reconnus aux États-Unis dans les sports de combat, tu vois, Georges Carpentier, Cerdan, des gars là, tu vois, ça remonte à déjà longtemps, mais c'était des gens polis, courtois. C'est l'image qu'on a là-bas, tu vois. Faut aussi correspondre un peu aux stéréotypes qu'il y a à notre égard, tu vois. Et ce que je pense aussi pour Cyril Gane, c'est qu'il va bénéficier un peu, toute proportion gardée, hein, bien évidemment, de l'effet Khabib Nurmagomedov, où, au contraire, des Demetrius Johnson et Jose Aldo, qui n'ont pas eu l'occasion, en fait, de battre des superstars, lui, devant, face à lui, là, il y a Francis, et ensuite il y a John Jones. Donc potentiellement deux mecs. Déjà il y a Derek Lewis. Déjà il y a Derek Lewis. Et il y a Derek Lewis qui est aussi lui une star. Ouais, c'est clair. Donc à chaque fois il prendra un petit peu de leur force finalement. Puis à la fin il n'en restera qu'un, était le Highlander. Voilà. Ouais, on peut espérer en tout cas. Oui, on peut espérer. On va prendre d'autres questions. Et d'ailleurs merci, vous êtes plus de 600. Polydomso c'est complètement fou. Hein. C'est délirant. On tape des records. Merci là. en tout cas, franchement. Franchement, vous assurez les gars. Ouais. Du coup, ben, en fait, le chat est beaucoup de votre avis, en majorité. Donc, il faut qu'il reste comme il est, humble. Et... Non, c'est clair. Et voilà, qu'il n'essaye pas de se rentrer dans un personnage. Après, juste, je précise, il peut se permettre, je pense, on en avait discuté il y a quelques juste avant le podcast en fait, en réalité, enfin juste avant le live, il pourra, tout en restant humble et tout en restant courtois et tel qu'il est, laisser libre cours un peu à sa personnalité, ses émotions, peut-être à l'avenir, et ça le rendra un peu plus humain. Ouais. On se souvient du moment où Georges Saint-Pierre s'était laissé aller à l'énervement contre BJ Penn dans son deuxième combat. Je pense qu'il a gagné aussi des fans là-dessus, parce que justement le truc c'était de se dire, ah, quand même ce mec qui a l'air d'être un boy scout, qui a l'air d'être un peu stoïque tout le temps, ben il est quand même, quand il peut avoir une colère juste en fait à un moment donné, et ça permet de créer une certaine empathie aussi avec le public. Donc je pense que à l'occasion, s'il est énervé et qu'il a déjà acquis ce statut, pourra le laisser transparaître à un moment donné. Et puis je pense à mon avis que mine de rien, l'UFC fait un bon travail aussi dans les MBD, hein, parce qu'ils mettent naturellement, il est main event de l'UFC 265 Cyril, l'accent sur lui, et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui découvrent aussi sa personnalité, qui se rendent compte que, ah ok, c'est pas juste en interview qui est comme ça, il est comme ça tout le temps, et surtout avec tout le monde. Et c'est là que vous voyez vraiment la différence entre les mecs qui font ça pour les médias, donc à savoir 15 minutes par jour dans le cadre d'une interview, et qui sont H24 tels quels. Et là, je pense qu'il gagne aussi pas mal de fans, en tout cas c'est ce que je voyais dans les commentaires. Après, il y en a peut-être qui n'apprécient pas, mais ça c'est un autre sujet. Ben ? Alors une petite question. Polydomso, désolé, je pense que ça va pas te plaire. C'est sur le journaliste de RMC, elle est sortie pendant la presse conférence. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'était... Il y a eu beaucoup de réactions à propos de ça. Est-ce que c'était trop dans la provoque? Est-ce que c'était... Bah, il y a le pour et le contre. Le pour, c'est que ça a été le highlight de la conférence de presse. Ça a donné l'occasion à la meilleure réplique de la conférence de presse. Et de très très loin, parce que c'est vrai qu'au-delà de ça, la conférence de presse assez courte était un peu soporifique. C'est vrai. Mais j'ai trouvé, moi, que s'il y a eu ça, même mine de rien, c'était cool parce que ça a donné lieu au plus gros highlight de la conférence de presse et que tout le monde s'est dit, bon bah ok, c'était cool, ça fait marrer Dana White, ça fait marrer tout le monde. Ça fait marrer tout le monde. Derek Lewis, il a rigolé aussi. C'est clair. Et ça a un petit peu lancé le truc pour ensuite le face-off, tout ça. Mais de l'autre côté, ça faisait un petit peu forcé aussi. Bah, moi, en fait, s'il avait juste... Mon avis sur la question, c'est que je trouve que c'était plutôt ballsy, couillu, de la part du journaliste de faire ça dans une salle où quasiment tout le monde est hostile, en fait, à toi, et donc... Et puis c'était dit, tu vois, la question, elle était... Bon, certes, ça fait un peu péteux et ça fait un peu provoque, mais c'était bon enfant, quand même. C'était bon enfant. Derek, il a pas eu d'insulte. Il a pas mal pris... Dana White, il se marrait pendant le truc, enfin, je veux dire, personne l'a mal pris, donc... si ça en était resté là, ça aurait été parfait. S'il avait juste posé la question... comme ça, et que ça avait donné lieu à cette réplique, et que tout le monde avait rigolé et tout, bon bah très bien, tu vois. Le truc qui était
je pense un peu trop, quoi. C'était un peu le chapeau sur la casquette, quoi. C'était oui, on verra samedi, quoi. Tu vois, genre, et ça, bon, tu vois, genre, c'était pas nécessaire de pousser la bravado à ce point-là, quoi. La question en elle-même se suffisait, en fait. Entièrement d'accord, mon cher Polydomso. On a un bonjour du Canada de Verset 111. Bah, salut, Verset 111. Donc voilà, tous les fans du Canada supportent Gann également. Force à Là, lui. sur Without Borders. Bah oui, parce que, oui, on va parler de ça. Cyril Gann a fait ses débuts en MMA au Canada, au TKO MMA, et d'ailleurs, T'es champion. champion Premier du combat, TKO, c'était pour le premier titre. combat, exactement. Et Fernand Lopez l'avait dit. Quand je lui ai posé la question, justement, de tous les combats de Cyril, il était, oui, c'est vrai qu'il a été gentil avec tout le monde, sauf lors d'un combat où il a dit, je cite, j'ouvre les guillemets, il l'a brutalisé plus que de raison. Polydomso, peux-tu nous parler de ce C'était combat-là? contre Adam Diska. Exactement, Diska, je qui était crois. considéré à l'époque comme un grand Un espoir. gros prospect, Ouais. hein, bon, qui a été un peu écarté. Bah, il y a eu la défaite contre Cyril, mais aussi, je crois, il a popé, je pense, pour des produits. également, Parce qu'il a été ouais. suspendu. Bref, un gros encaisseur avec un gros bras arrière, enfin, le modèle du poids lourd typique. Et c'est un combat qui est un peu particulier parce que de mémoire, Cyril commence classiquement comme fait Cyril. Et il se blesse en cours de route, hein, il me semble Il que se c'est fait ça. un pneumothorax en plein combat. Ouais, c'est ça. Et au lieu de le refroidir et de le paralyser, de l'incapaciter en fait pour le restant du combat, ça le galvanise pour mettre fin au combat rapidement. Et en plus de ça, bon, Diska, c'est un mec qui encaisse beaucoup. Et l'arbitre a été très... Il se fait l'orteil aussi en plus. Il a laissé passer, et c'est vrai que les séquences sont d'une violence quand même assez incroyable. Alors, encore une fois, pas le punch, quoi, tu vois, il l'électrifie pas, mais en revanche, il le rudoie contre la cage. Il y a des séquences de genoux où il est, tu sais, accroupeton, et il prend les coups de Cyril, et franchement, il y a plusieurs moments, le combat, où tu te dis, bon, peut-être fallu l'arrêter un peu avant quand même ce combat, mais bon, c'est ça. Et effectivement, on sentait qu'il était vénère. Et c'est ce qui est impressionnant, Ouais. c'est que c'est vrai que, comme l'a dit Polydomso, pas mal de gars auraient pu un petit peu s'écouler avec ça. Cyril s'est dit, ok, pneumothorax, j'ai le pied en vrac. Le mec qui vient de le mettre knockdown, il dit, ok, là, je vais vraiment passer la seconde. Et, Oui, c'est clair. et là, et il est resté ensuite, après cette victoire-là, je crois 1 mois, quelque chose comme ça au Canada, parce que pneumothorax, forcément, vous êtes opéré dans la foulée. Ouais. Ensuite, c'est un petit peu compliqué de prendre l'avion. Donc vraiment, c'était les tout débuts de Cyril Gann. Deuxième combat, En je MMA, crois, hein. deuxième combat exactement, c'était en 2018. 1 an plus tard, août 2019, il signait à l'UFC, and the rest is history. Tout à fait. Ben, Alors, on a une question de Wallabox75. Wallabox. Alors, si Derrick Lewis gagne contre Cyril Gann... Non, c'était... Non. Question suivante. Donc, même s'il y a une défaite de Cyril, est-ce que l'UFC a pas quand même intérêt à organiser un combat en France entre Pas tout de suite. Cyril et Francis? Ah bah, ce sera pas tout de suite. Si jamais, là, il se fait... Bah, très honnêtement, s'il perd contre Derrick Lewis, je pense qu'il y a plus de chances qu'il perde par KO. Ouais, c'est ça, c'est le problème. Et donc, je pense que ça le met sur la touche. Honnêtement, je pense là, s'il perd contre Derrick Lewis par KO, il va devoir... Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il devra combattre Curtis Blade ou un mec comme ça. Exactement, ouais. Après, là, c'est compliqué parce que c'est des match-ups qui sont pas faciles pour lui. Mais il est inconcevable qu'il ait le title shot après une défaite contre Derrick Lewis. Impossible. Ça me paraîtrait énorme. Impossible, mais cela dit, par contre, ça rend plus simple, à mon sens en tout cas, le fait que Cyril Gann soit présent à l'UFC Paris. Parce qu'il n'y aura pas cette contrainte de pay-per-view et donc d'horaire américain en France potentiel. C'est vrai. Donc ce serait un mal pour un bien, même si on ne le souhaite pas. Et comme l'a dit justement Polydomso, si vous êtes mis KO à l'UFC, c'est un petit peu compliqué de relancer la machine à highlight après. Et même en cas de défaite, là, regardez, c'est Alexander Volkov qui affronte... Un gars là, il affronte à l'UFC 268 quelqu'un qui a... Marcin Tibura. Exactement, qui affronte Marcin Tibura. Donc c'est vrai que vous voyez au niveau des échelles, ça redescend assez salement. Hein, parce que, ok, la carte est complètement chargée, mais c'est pas du tout la même hype pour Volkov. Là, si vous voulez, bah, clairement, il est reparti pour quoi 5 combats avant de... Il va charbonner, pour le coup. Ouais. Mais dur pour Volkov, hein, parce que c'est vrai que mine de rien, on se dit que c'est le gars qui a toujours échoué au moment où il était sur le point d'accéder au title shot. C'est clair. Terrible. Mr. Big Ben. Alors, va falloir se calmer sur les pseudos, les gars, parce que c'est impossible à lire. Viewing 8, vous verriez plus Gann s'imposer par TKO, KO ou soumission. Ah bah oui, bah on va refaire les pronos. Là, il y a un désaccord. Non, juste une différence d'opinion. Moi, j'avais dit décision unanime sur 5 rounds. Ouais, je pense que parce qu'en fait, je me base sur la performance de Cyril Gann contre Rosenstruck, qui me semble être le
Ils ont pas le même style, hein, Rozenstruik et Derrick Lewis, mais ils représentent à peu près la même menace en réalité. Et donc sur la prudence en fait, je me mise sur la prudence et sur l'approche tactique de Gane. Mais bon, il pourrait obtenir, s'il gagne par TKO en round 4 ou au round 5, ça me choquerait moins. Hein. Enfin, c'est pas impossible non plus pour moi. Ouais. Moi, je vois une victoire de Cyril Gane par TKO au 4e round, parce que je pense qu'il va réussir à submerger Derrick Lewis, mais c'est vrai que, niveau probabilité, elle est plutôt du côté de Polydoms. Moi, je vois. Ah oui, allez, oui, on l'a pas entendu en plus le pronostic. Moi, j'aimerais bien un KO, un TKO au second round. Par quoi? Parce que Ben nous a particulièrement hypé avec ça. Alors moi, il nous a fait rêver. Il nous a fait rêver. J'aimerais bien un petit peu de Muay Thai, un coup de genou sauté. Oh là là Un là coup de là genou là. sauté. Mais je pense que ça va aller au 5e round, décision. Ouais. Il y a ce que j'aimerais Ouais, et ce que je pense qu'il va se passer. Voilà. terrible. Non, en tout cas, oui, on souhaite. L'histoire de ma vie, ça. Mm. Hein. Mais toujours partagé entre ce que j'aimerais et ce qui se passe réellement. Hein. Mais bon, même si bon, pour le moment, ça se passe plutôt pas mal. Ça se passe plutôt pas mal. Ça se passe plutôt pas mal. Et puis, oh là, par contre, genou sauté au premier ou au deuxième round, la clim, ce serait digne de Stipe Miocic contre Verdum. Verdum. Oh là là, ouais. Bah, c'était ça, premier round. Curitiba, Brésil. Ouais. Oh là 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 là. Dans un stade, c'était quoi, 39 000 personnes. Silence cathédrale. Ouais, c'était magnifique. Enfin, ça aurait été terrible. Enfin, aurait été On a de brésilien tout au dans stade. le Ouais. chat. Hein. Et c'est-à-dire On a de la soumission au 4e round, on a... Oui, il y a pas mal de gens Bahreïni. qui voient une soumission aussi. Ouais, moi, pour moi, c'est, enfin bon, c'est possible, hein, mais il y en a qu'un qui a soumis Derrick Lewis, hein, Exactement. c'est Daniel Cormier, et en réalité, c'est parce que Daniel Cormier, il a ce savoir-faire de lutte, tu sais, Que personne d'autre. ouais, et en plus folk style, tu vois, où il change de position et tout, parce qu'il y a eu des bons lutteurs hein, contre Derrick Lewis, mais il arrive, tu vois, justement à varier le contrôle. Je sais pas, j'ai dit un truc qui te fait marrer. Qu'est-ce qu'il y a Non, pas eu non, de c'est dans le ça chat. Ouais, bref. Qu'est-ce qu'il a dit La clé de talon, hein. Ah oui. Et non, et donc du coup, il y en a très peu. Par Ouais. exemple, tout connement, tu vois, mais le fait que par exemple, quand il se relève, Derrick Lewis, il y a à plein d'occasions où il montre son dos, mais il fait ça très rapidement en fait, et les gens n'ont pas l'occasion de placer leur crochet, de réajuster leur position, ça va trop vite. Daniel Cormier, il a réussi à le faire, tu vois, mais c'est parce qu'il a ce style-là, tu vois, qui est très très particulier. Je pense pas que Cyril Gane l'ait, donc se mettre une clé de jambe en plus, c'est dangereux, hein, parce qu'on se met quasiment en portée de frappe et dans une position, on va dire, désavantageuse sous un adversaire. Je pense pas que c'est la meilleure en termes de bénéfice-risque, tu vois, de rapport bénéfice-risque, se placer au pied, tu vois, de Derrick Lewis, quitte à subir un grand endpoint, si tu chies ta clé de talon, honnêtement, je pense qu'il y a des solutions plus simples. Il y a des solutions plus simples. Ah là là là. Des solutions plus simples, effectivement, mon cher Polydoms. Ben. Alors j'ai une question, désolé, ça n'a rien à voir avec le main event ou avec la Mais c'est soirée. sur la carte. Ah oui, d'accord. Ok. Non, c'est sur la sueur. Ah C'est Nini du 26. Salut Nini du 26. Ça fait un peu le truc de rencontre. Ouais, exactement. Alors, question rien à voir, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle collection sur la Sueur Store? Continuez comme ça, messieurs, je suis fidèle depuis 2016. Oh là là. Eh ben, 2016, ça, c'est les débuts, hein. C'est les débuts. Début, c'était juin 2015, donc Ouais. oh là 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 là. Oui, bah déjà, il y a toujours cette collection-là qui est bon, plus ou moins nouvelle, hein, qui date du mois dernier. D'ailleurs, Polydoms a son suite qui l'attend sagement là-bas. Là, il y a la Send Donation, je crois, Ben. Hein. Oui. Send Donation, hommage à Dustin Poirier et Khabib Nurmagomedov avec le fameux Effectivement. Send Location et Send Donation, vous C'est un savez. petit mix. Exactement, avec tout ce qui s'est Sympathique. passé avec Conor McGregor. On avance, et donc c'est dispo sur lasueur.store, voilà. Ça aussi, d'ailleurs. Ah, on nous dit aussi que Fernand il teasait des terribles twisters de Cyril. Oui, ça fait un moment que Fernand il tease les twisters de Cyril. Ouais, avant de passer un twister en poids lourd, mais bon, ce serait magnifique, hein, cela dit. Hein. Mais bon, Ouais. je pense, enfin, pas contre Derrick Lewis, là, pour le coup. Ouais. Quoique, mec, ce serait énorme. Hein. Bah, mine de rien, quand on y pense, le fait la clé de talon qu'il a réussi à faire à ce moment-là de sa carrière, certes, Don't Tell Me c'était à point, Mais c'est ça, en mais fait. ça pouvait être dangereux dans un combat qu'il dominait de la tête et des épaules, et tu te dis, ça peut mal se retourner. Bon, après, c'était tout à la fin du combat, il restait quoi, 10 Il restait quelques secondes. Ouais, en tout cas, c'est la plus tardive. Déjà, c'est une très très rare. Enfin, c'est très rare les clés de talon, mais surtout, je crois que c'est la soumission la plus tardive de l'histoire des poids lourds. des poids lourds à Ouais, l'UFC.
Ouais, ça m'étonnerait pas. Mais oui, non, mais alors attends, qu'il tente des soumissions en fin de round contre Derek Lewis comme ça, vas-y, hein, tu vois, c'est juste, moi j'aurais peur, tu vois, qu'il se lance dans des échanges de grappling au milieu du round quand Derek Lewis est toujours dangereux, et franchement, le sol de Derek Lewis, il fait pas rire du tout, quoi, il a une très très bonne défense, il se relève très bien, c'est très compliqué de le soumettre, hein. Il y a plusieurs moments où il est en Americana contre Abdurakhimov ou contre Ivanov, qui sont pourtant des mecs, Ivanov c'est un champion du monde de sambo, hein, donc le gars il sait faire des soumissions. Mais ça passe pas, quoi. Ça ne passe pas parce qu'il a une bonne défense, il sait bien gérer sa position par rapport à l'adversaire. Et franchement, autant son jeu en debout est très minimaliste, et tu vois, il n'y a pas beaucoup de construction, quoi. Il cherche juste à attendre le moment parfait pour placer son contre. Autant son jeu au sol, il construit étape par étape, quoi. Il est patient et il repère tout de suite quand t'as chié dans la colle et quand t'as fait un truc un peu de traviole, tu vois, que t'as pas bien mis ta hanche, que t'as pas bien fermé ta garde et tout. Il va tout de suite créer de l'espace avec un bras ou un truc comme ça. Et après, il lui suffit d'une seconde parce qu'il a suffisamment de force et d'explosivité pour se relever. Et donc, du coup, les échanges comme ça au sol, prolongés en milieu de round, c'est chaud. Moi, franchement, je le conseillerais pas à Gann. Et ben voilà. You didn't know, now you know. C'était bien. Alors, Oh là là. verset 111 encore. Donc, notre ami du Canada qui nous écoute, je sais pas, depuis Montréal peut-être. Ou du Québec. Oui, du Canada, quoi. Ouais, mais après, ça dépend où, hein. Mais bon. Ah non, monsieur, on dit le Québec chez moi. Vive le Québec libre. Vive le Québec libre. Alors, c'est surtout un parallèle entre Cyril et GSP. Quand GSP il est devenu champion, Ouais. ça a fait vraiment monter le MMA au Canada, il nous dit. Ah bah là, oui. Est-ce que on va avoir la même retombée ici en France lorsque Cyril sera champion demain matin? Tu les vois, les retombées. Ouais, non, là, Non, ça, non, je pense c'est que clair. ça va être assez hardcore, à mon avis. Bah, en fait, on aurait pu avoir la même avec Francis, mais le problème, c'est le choix de Francis, hein, Ouais. qu'il faut respecter. Mais Francis, il est parti aux États-Unis, À Las Vegas. à Las Vegas. Je pense que si Francis était resté sur Paris et qu'il avait gagné là contre Stipe Miocic de la manière dont il a gagné, c'était super cool. Moi, j'étais super content que Francis gagne. Mais Complètement. Bah, il aurait leur- éclipsé aussi Cyril. ben voilà, c'est-à-dire là pour le coup, la nature a horreur du vide, mais je pense que Cyril serait resté dans l'ombre vraiment de Francis, et pour le coup, ça aurait carrément énormément amplifié le MMA en France, beaucoup. Alors c'est regrettable parce que moi personnellement je le regrette parce qu'il a fait sa carrière en France et que on a l'impression, malheureusement, une partie des médias, pas nous, hein, éventuellement évidemment, mais une partie des médias, à partir du moment où il est parti aux États-Unis, ils ont un peu arrêté de le couvrir autant qu'ils le couvraient avant. J'ai l'impression. Complètement, ouais. Et bon, bah, c'est dommage parce que bon, c'est un sociétaire du MMA Factory, quoi, et il a fait une partie de son entraînement quand même en France, donc bon, c'est comme ça. Cyril Gane est vraiment pour le coup resté pour le moment encore fidèle au MMA Factory. Il est sur Paris et tout, donc effectivement là peut-être que on pourrait avoir ces retombées là. Oui, je pense, parce que vous le voyez bien avec tous les sports, hein, dès qu'on a un sportif français qui cartonne, c'est vrai que mine de rien, là, les médias font le travail, et aussi la différence, hein, avec mine de rien, la plupart des autres sports, on va dire, américains, ou par exemple, si vous regardez la NBA, au max du max, il y a un match par an en France qui se déroule à Paris, avec l'UFC, et c'est exceptionnel. L'UFC, je pense que s'ils ont un champion français, déjà là vous voyez un petit peu Manon Fiorot aussi qui pousse mine de rien, Nassourdine Imavov chez les middleweight, et puis d'autres aussi derrière, on pense notamment à Morgan Charrière qui est une superstar, Saladin Parnasse évidemment, Mansour Barnaoui qui devrait arriver bientôt, J'attends. On attend les revanches contre impatiemment. Islam Makhachev et Kevin Lee notamment, Ouais, et c'est puis son même parcours là, c'est son parcours. et Gamrot. Il y a 3 revanches potentielles de feu pour Mansour. Et donc concernant, bref, il risque d'y avoir une véritable explosion du MMA en France, et surtout à mon avis, vraiment je pense, quand il y aura le premier événement UFC. Parce que quand l'UFC arrive, c'est pas seulement, on va dire, comme vous l'avez vu, comme quand on a couvert par exemple le Bellator ouais, ou d'autres organismes, par exemple MMA-GP, là vous avez tout l'appareil médiatique de l'UFC qui arrive, donc quand je dis l'appareil médiatique, il y a le Media Day, ils mettent en place une tournée aussi des grosses émissions. Ils rendront hommage à la France aussi. Exactement. Ça c'est un truc que je trouve regrettable avec le Bellator, c'est que ils ont pas tiré parti du fait que c'était la première grosse organisation qui venait en France. Bon, c'était dans un contexte spécial, hein. Il y avait on était encore en urgence sanitaire. Bon, seulement 1000 personnes. Ouais. Mais ils auraient pu faire aussi, tu vois, le truc c'est qu'ils ont pas fait ils auraient pu faire une sorte d'embedded, tu vois, et tout.
Et merde, t'es en France, t'es à Paris, quoi. C'est une ville qui est un peu emblématique, tu vois. Il fallait faire péter un peu le marketing, tu vois. Je trouve qu'ils ont été un peu lèges là-dessus et c'est regrettable. C'est regrettable. Ça fait un peu partie de la stratégie de l'échec du Bellator, je trouve. Ils ont pas beaucoup de chance, mais en même temps, ils font des choix un peu particuliers aussi, je trouve. Quand t'as une occasion comme celle-là, fallait marquer les esprits. Bah oui, il fallait y aller à fond, quoi. C'était regrettable. Et sachant qu'à la base des bases, c'était l'événement Douglas Lima contre Gegard Mousasi qui était prévu en France. Yes. On s'est retrouvé avec Cheikh Kongo, Tim Johnson. Tim Johnson qui affrontera d'ailleurs Tim Johnson bientôt, Fedor Emelianenko ouais, à Moscou. Ouais, mais ça, je sens pas du tout ce combat. Ah ouais, Moi, je trouve que c'est pour le Bellator, là, c'est un bon moyen. Donc, Tim Johnson qui est classé quand même numéro 2 de la catégorie, de relancer quand même un peu Fedor. Ouais, mais bon, le problème, c'est que Fedor, je pense qu'il est... Enfin, La dernière fois qu'on l'a vu, c'était contre un Rampage Jackson qui était... dans une condition physique douteuse. Oui, voilà, on peut dire ça comme ça. Mais au-delà de ça, je pense que, tu vois, Timothy Johnson, c'est un gros lutteur, il est énorme. Physiquement, il est encore là, tu vois, et même si c'est pas le meilleur des meilleurs, hein, très clairement pas, mais il est sérieux, c'est un bon compétiteur. Il est encore au taquet, quoi. Alors que Fedor, là, c'est un peu plus dur, quoi. Il est vraiment... Moi, je pense que ça fait déjà ça fait depuis 2012 qu'il est en déclin, quoi. Ça fait depuis 9 ans que c'est plus le même, tu vois. Donc bon, je suis content de le voir, mais là j'ai peur en fait du spectacle. Enfin, je m'inquiète, tu vois. Très honnêtement, je m'inquiète. En plus, ce sera à Moscou, donc. Pour les grands débuts du Bellator d'ailleurs en Russie, pour ma part, vraiment, j'espère ne pas vivre le même sentiment que celui que j'ai vécu lors de la finale du tournoi heavyweight du Bellator, Ryan Bader qui avait mis KO sur un jab Bellator à la 15e seconde, je crois. Terrible, c'était vraiment terrible parce que là il y a vraiment eu ce côté, même quand il est dans une, je vais pas dire ligue de, enfin quand il est pas dans la top ligue, enfin c'est un top adversaire, ça peut être très très chaud pour lui. Ouais, non, c'est clair. Bon, avançons, mon cher Ben. Alors, toujours un peu sur Cyril. Ah bah oui, c'est le thème de la soirée, évidemment, on va dire. Les gars. Alors, une question de Vloïc. Est-ce que vous pensez que Fernand il prépare déjà le combat contre Francis Ngannou, et surtout sur la prépa physique et tout, est-ce que ça a déjà démarré Je pense pas. Bon, je pense que c'est toujours une idée de toute façon. C'est dans un coin de sa tête. Voilà, quand t'es compétiteur et quand t'es contender, t'as toujours une idée de ce que fait le champion et de ce qu'il apporte comme style sur la table, et c'est toujours présent. Mais là, il a déjà une échéance qui est proche et qui est trop dangereuse. En fait, là, si vous voulez, si le combat contre Derrick Lewis avait été organisé de manière classique, avec un vrai temps de préparation, avec une vraie pause, il aurait peut-être eu plus l'occasion de penser à ça. Là, le truc, c'est qu'il a eu 5 semaines, c'est ça ? 5 semaines, ouais. Non, là, 5 semaines, c'est urgence de guerre, tu te prépares directement à combattre l'adversaire qui tombe. Moi, j'en suis persuadé de ça. Ouais. Mais je pense que c'est quelque chose, ils y pensent forcément, vous voyez bien à chaque fois qu'il y a un champion dominant ou quelqu'un qui est quand même là depuis un certain temps, vous travaillez quelque chose, mais c'est pas spécifiquement travaillé sur le training camp. Alors, une question de El993. El9, c'est Karim, ça. Karim Benzema, bien sûr. Il connaît le mec, c'est cool. Alors, j'ai peur que Lewis soit rentré dans la tête de Gane à la pesée et à la conférence. Est-ce que c'est chaud ou pas Pas tellement, non ? Franchement, moi je me souviens que Bouganem avait cherché un peu, Cyril aussi c'était en Muay Thai, c'était il y a longtemps, mais je pense que Cyril Gane, il a les pieds sur terre, il sait que c'est un peu du théâtre, tout ça, quoi. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs avec Lewis sur de la pesée, c'est notre travail. Et d'ailleurs, It's only business. It's only business. Et d'ailleurs, j'avais demandé à Cyril, ça fait un petit moment que je lui pose cette question-là, qu'est-ce qui va se passer, Cyril, quand il y a quelqu'un qui va un petit peu te rentrer dedans, il m'a toujours dit, je vais sourire comme d'habitude parce que je sais que c'est du taf. Et il a fait ce qu'il m'a dit qu'il allait faire. C'est ça. Donc bon, je pense que, et puis à mon avis, il savait aussi à quoi s'attendre. Fernand l'avait prévenu. Quand vous regardez tous les combats de Derrick Lewis, comme l'a dit Polydomso, il fait tout le temps ça. Là, il est à Houston, main event d'un pay-per-view, évidemment, qui va apporter un petit peu le show aussi. C'est clair. En tout cas, il aurait tort de pas le faire, parce que c'est pas Cyril qui va faire ça, justement. Mr. Ben! Alors, on a encore
Alors, Des petites questions. allez, ben oui, des petites questions, allez. J'essaye de remonter un peu là, ça va trop vite le chat. Vous êtes 700 les gars. Oh, on est 700. Oh là 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 là. Pas exactement, j'exagère un peu. Ah, À la Marseillaise, là. Bon, mais en tout cas, bah merci à tous. Hein, En tout cas, si on n'est pas encore 700, les gars, On le sera partagez, Ben oui. envoyez des tweets, dites qu'on est en live et mettez le lien, les gars. Alors, c'est peut-être une question pour Poli. Ah. Est-ce que c'est déjà arrivé, une question de Onju. Il y a beaucoup de Il y a des U. C'est déjà arrivé un combat où Lewis ne parvient pas à terminer son adversaire, même après avoir touché une fois ou deux avec sa droite, Ivanov. ou qu'un adversaire parvienne à l'épuiser assez pour que... Ah bah, épuisé assez, la plupart des défaites de Lewis, en fait, c'est ça. Hein, C'est que, Gaston que... Ouais, c'est le Gaston qui lâche, en plus des coups qu'il prend, mais contre Mark Hunt, c'était vraiment ça. Hein, c'est qu'il était épuisé à force de remiser dans le vide. Bon, il prenait les coups de Mark Hunt, mais il est pas vraiment... c'est l'arbitre qui met fin au combat, parce qu'en fait, il est recroquevillé. Et puis même, de mémoire, contre Junior Dos Santos, c'était aussi ça. Bon, il prend des gros coups, mais il est pas vraiment hors du combat. Je crois que le seul qui l'a séché complètement, pas face planté, mais vraiment séché, c'était Matt Mitrione, et c'était sur un coup un peu... un coup de début de combat, quoi, une explosion, il y a eu une espèce de collision entre les deux, ils se sont rentrés dedans tous les deux, et c'est comme ça que ça s'est produit, quoi. Après, des gens qui ont résisté au coup de Derrick Lewis, il y en a, hein. Ivanov, il est connu, mais Latifi aussi a pris pas mal de coups de Derrick Lewis sans s'écrouler, donc bon, après, quand vous voyez les physiques que c'est, Latifi et Ivanov, c'est des mecs, là pour le coup on parlait de frigo, mais là c'est deux frigos, quoi, tu vois, enfin... Blago Ivanov, Et bon, partenaire d'entraînement de Francis Ngannou, c'est un peu le même... comment le mec qui était attendu comme la suite de Fedor, qui était son partenaire d'entraînement. Voilà, exactement. Ouais. Ouais. Bah ouais, alors moi j'aime beaucoup Ivanov, hein, parce que c'est un mec, son histoire elle est quand même assez incroyable, hein. C'est un gros compétiteur de sambo. C'est le premier mec à avoir fait tomber Fedor en compétition de sambo. Parce que 2008. En 2008, ouais. Fedor, il enchaînait les championnats du monde de sambo et les combats de MMA. Il était invaincu dans les deux disciplines, ce qui est quand même assez incroyable. Faut bien comprendre tout le tintouin qui est autour de Fedor. C'est pas uniquement un truc de vieux mec nostalgique du Pride. Tu vois, c'est quand même assez incroyable que pendant presque 10 ans, le mec était invaincu. En MMA et en sambo, enfin c'était juste délirant, quoi. C'était en poids lourd, c'est exceptionnel. Bref, et donc c'est un des premiers à avoir fait tomber Fedor, et il lui arrivait un truc malheureux, c'est au moment où il a fait sa transition en MMA, je crois qu'il avait quelques combats, il était invaincu, ouais. Il a été pris dans une bagarre et il s'est pris un coup de couteau quasiment quelques centimètres du cœur. C'est ça, et il a failli crever. Il a ressuscité visiblement, mais on lui disait bon bah plus jamais tu feras de sport, et bah voilà, il a l'UFC actuellement, quoi, et c'est un mec qui est, je pense, vous pouvez pas le terminer, ce mec-là. Quand t'as vécu ça, même mentalement, je pense que le gars, faut y aller avec une batte de baseball pour l'arrêter, quoi. Et invaincu en carrière jusqu'à ses débuts à l'UFC, face. Ah, je crois qu'il avait perdu au WSOF contre Alexander Volkov, il me semble. Alors c'était peut-être pas au WSOF. Ah non, parce qu'il était champion du WSOF. Alors c'était au Bellator. Il a perdu par soumission. Alors on va regarder tout ça. Parce que moi je pense, on va regarder. Et je pense que ouais, il a perdu contre Junior Dos Santos pour ses débuts. Et donc, Blagoy Ivanov. On prend les paris, mec. Allez, on prend les paris. Une canette de Monster. Vas-y. En jeu. En attendant, une petite question. Oui. De Desit. Guillaume, pour combien de sub-Twitch tu spares avec Cyril? Il avait effectivement perdu face à Alexander Volkov. Ouais. Oh là là. Pour combien de sub-Twitch je spare avec Cyril? Trop. Non, mais ça dépend. En fait, les gars, ça dépend. Attends, si c'est light sparring, moi je le fais pour... Bah, ça dépend vraiment. Pour 100 subs Twitch. Pour 100 subs Twitch? Ouais. Allez, bah voilà. Bah, c'est light sparring. Oui, light sparring. Attention, hein. Putain, attends, c'est annoncé, c'est enregistré et tout. Oh hein. là là. Et j'ai pas dit que ce serait filmé, hein. Et j'ai pas dit quand je le ferai. Oh là moi j'ai fait du droit, hein, donc je me blinde. Si tu veux, juridiquement ça se tient. Hein. Polydomso. Bref, en tout cas, à 1000 sub Twitch, pour Polydomso, c'est anyone, anywhere. Voilà. À 1000 subs Twitch, c'est un sparring avec... non, stop. On va arrêter de sortir une blague, mais bon, censurer avant même qu'elle sorte. Quoi. Alors, on enchaîne. Est-ce que vous voulez rester sur Gann Non, là, je pense qu'on a fait le tour, on va peut-être changer. On a bien creusé, là, on a raclé les fonds et tout. Il y a des questions sur d'autres. Il y a beaucoup de gens qui arrivent en cours et il faut qu'ils remontent. Quoi. Ah oui, les gars, vous, en tout cas, la vidéo sera publiée sur YouTube, bien évidemment, et également sur les plateformes de podcast habituelles, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, et j'en passe. Donc, vous aurez
tout le loisir Juste une de réécouter ou de revoir tout ça. Une petite dernière, dernière l'ultime, sur et puis après Cyril on passera pour la à la route. suite. Ouais. Voilà. Est-ce que vous êtes stressé ou est-ce que vous êtes serein? Stressé. Moi, je suis hyper serein. C'est très bizarre. Et vraiment, je rejoins Cyril parce que j'ai parlé à mon père juste avant juste avant de partir d'Angers, puisque nous sommes d'Angers initialement pour aller à Paris, là, au studio. Ah oui, sauf Ben qui est de Marseille. Non, il fait, non, moi, je suis de Marseille. Ben qui est de danger, comme l'implique son accent. On pouvait tout à fait. l'entendre. Et vraiment, non, pour moi, le combat où j'étais stressé, c'était contre Alexander Volkov. Ouais. Là, vraiment, je sais que Cyril est intelligent. Je sais qu'avec Fernand Lopez, Fernand le recadre tout le temps. Je vous invite vraiment à voir le combat contre Tanner Bowser pour ça, parce que c'était contre Tanner Bowser, après ce que Cyril avait fait, il y avait vraiment une hype. Et vraiment, Fernand l'a recadré, mais c'était quasiment toutes les 2 minutes, parce que Cyril était vraiment trop à l'aise. Il disait non, Cyril, là, vraiment, tu recules, tu arrêtes de tout le temps rentrer, parce que à un moment, ça peut mal se passer pour toi. Et vraiment, là, avec Derrick Lewis, il y a effectivement une énorme arme. Faut être tout le temps vigilant. Et je pense que Fernand, les autres cornermen de Cyril Gane vont toujours le lui rappeler. Il le sait aussi pour ce combat-là. Et c'est pour ça que moi, vraiment, je suis serein. Mais peut-être trop d'ailleurs. Hein, donc, Ah non, moi je suis stressé parce que c'est Derrick Lewis, quoi. C'est juste le mec. Tu peux jamais pronostiquer de manière sûre et certaine contre ce mec-là. Après, c'est vrai que je maintiens ce que j'ai dit. Moi, pareil, je suis comme toi. Je pense que Alexander Volkov représentait un challenge plus difficile, objectivement, que Derrick Lewis. Mais Derrick Lewis, ouais, voilà, quoi. Si ça tombe, ça tombe, quoi. Et là, pour le coup. C'est ça qui est bien aussi, c'est de pas savoir l'issue du combat. Quoi. Ah, exactement. Ouais, non, ça là, c'est la petite excitation. Quoi. Et c'est vrai que c'est ce qu'il n'y avait pas avec Alexander Volkov. Parce que les gens disaient oui, ça va être chaud, mais il y en a peu qui imaginaient Volkov pouvoir éteindre Cyril comme ça. Non, c'est clair. Enfin, hormis technique en high kick, bien mais, sûr. Il n'y a pas ce même pouvoir de KO. En tout cas, c'est 12 KO à l'UFC qui représente un record. On peut passer aux questions annexes. Une toute dernière. Ah, une toute dernière sur l'UFC 265. Ouais, là, après, on passe sur, surtout sur Aldo. Il y a beaucoup de questions sur Aldo. Oui. Ah bah, et un grand plaisir pour Polydomso. Ouais, juste la dernière, mais je crois que Polydomso a déjà répondu à ça sur un des podcasts. Sur la longue preview, c'est bon, de toute façon tu vas dire oui, mais ouais. Est-ce que vu que c'est à Houston, vu que c'est aux États-Unis, si ça va à la décision, est-ce qu'on peut assister à un vol Bah si le combat est tendu, oui. Après, je te dis, s'il se fait outstriker de 4 strikes contre une, non, il sera pas volé. Faut pas abuser. Ce n'est pas la boxe anglaise. C'est pas, ouais. Et puis au-delà de ça, même les combats où, bon, clairement, tu as nommément Ilir Latifi et Blago Ivanov, certes, ils se faisaient contrôler, certes, il y avait de longues périodes au sol où ils subissaient, mais le truc, c'est que à côté, dès que c'était debout, bah, c'était quand même plutôt Derrick Lewis qui dominait, tu vois. Donc en fait, si tu veux, ça se partageait, c'était du pile ou face, et bon, les juges ont plus misé là-dessus. Enfin, c'est critiquable. Moi, je considère qu'il les a perdus ces combats, mais ça se défend un peu plus que si jamais, là ça va être du striking principalement, et si c'est du striking et que Cyril Gane termine le combat et qu'il gagne, enfin tu vois, dans le sens où il domine, je pense que ça va être énorme, le différentiel de strike il va être énorme. Et à l'UFC, vous pouvez regarder ces jeux. En tout cas, moi, j'ai pas connaissance d'un vol. Quand je dis vol, il y a de temps en temps des gars qui, comme justement Blago Ivanov ou Ilir Latifi, mais c'est pas comme en boxe où il y a clairement un mec qui a gagné le combat, qui perd à la décision. Ouais, en tout cas, là, en mémoire, j'en ai pas spécialement. Il doit y en avoir, mais pas des combats de cette ampleur. Voilà. Ouais. À chaque fois, faut au moins que ce soit. Le combat est forcément serré. Morgan, le combat était serré. Tu vois, c'était pas un combat où justement là il y avait un énorme différentiel des deux côtés. Morgan, c'était un peu exactement la même situation que Cory Sandhagen contre TJ Dillashaw. Il y a un mec qui a eu le contrôle, l'autre qui a eu les strikes, et c'est allé vers le mec qui a eu le contrôle. Donc Vucenic pour le cas de Morgan et TJ Dillashaw contre Cory Sandhagen. Ouais, ben, je pense que c'est bon pour Gane. Et ben voilà, on avance avec José Aldo. Alors beaucoup. Qui se pose, c'est la dernière de José Aldo. Est-ce que c'est le combat de trop Le zombie, un mode zombie à la pesée. Ah oui, non, ça pour. Ouais, mais après, les gars, rassurez-vous, depuis qu'il est en bantamweight. Non, mais même depuis toujours, même en featherweight. Oh, mais là, c'est hardcore. Là, il faisait peur. Là, il a toujours été comme ça. Hein. Là, c'était chaud. Ouais, non, mais José Aldo, il a toujours été comme ça. Là, je trouve aussi, il y a aussi le fait, par rapport à avant,
je trouve qu'il a pris un petit peu d'âge forcément, donc c'est vrai que le visage est un petit peu plus émacié, marqué. ouais. Mais bon. même, je vous invite à regarder les cuttings qu'il avait fait. Bah, quand il y avait le droit aux IV, hein, aux intraveineuses. Moi, c'est dingue. En revanche, c'est vrai que ça peut être inquiétant dans ce sens-là, c'est qu'il en chiait déjà il y a 10 ans, quand il y avait les IV et qu'il était jeune pour faire le poids en featherweight, et là, il fait le poids en bantam. Je sais pas comment il l'a fait. Honnêtement, pour moi, c'est délirant, et en plus de ça, ça ne se ressent pas trop sur ses performances jusqu'à présent. J'étais très surpris de sa performance contre Moraes, où il cherchait le combat même jusqu'au dernier round. Contre Chito Vera, et contre Yann. Contre Yann, il était, enfin, c'est un des meilleurs Aldo qu'on ait vu récemment. Bon, c'est juste qu'il le retour des kicks. Ouais, mais voilà. Et puis même, il y a plein de trucs qu'il a fait qui étaient exceptionnels. Et bon, il est tombé contre Yann. Yann, c'est un des meilleurs, quoi. Tu vois, Mais là où j'étais un peu plus inquiet, c'était son combat contre Chito Vera. Il a gagné. Mais tu sentais que ouais, il était à l'économie, tu vois, genre vraiment dès qu'il pouvait prendre le combat, le fixer au sol et attendre, bah il le faisait. Donc non, moi je pense que c'est trop tôt pour dire que c'est le dernier combat d'Aldo. Est-ce qu'il sera champion? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas, il y a trop de mecs trop bons, trop jeunes dans cette catégorie. En revanche, c'est quand même dingue de se dire que ce mec-là était champion du WEC. Il a combattu, ça fait plus de 10 ans d'invincibilité, même plus, ça fait plus de 10 ans de carrière et tout, dans les catégories les plus compétitives qui soient, et aujourd'hui il continue de combattre avec les meilleurs des meilleurs chefs, quoi. Enfin, et c'est impressionnant. Et puis surtout quand on regarde les adversaires contre lesquels il a perdu, c'est pour ça que, à mon sens, moi c'est pas alarmant pour José Aldo, parce que je crois qu'il a 7 défaites en carrière, mais ces défaites là, à l'UFC en tout cas, c'est Conor McGregor, Max Holloway 2 fois. Ensuite, Alexander Volkanovski qui est devenu champion, et c'était serré. Marlon Moraes et Yann. Marlon Moraes, c'était serré aussi. Hein. Donc en fait, ceux qui l'ont battu réellement, c'est Conor McGregor, Max Holloway, Volkanovski, Yann. Donc le meilleur des bantamweight et les meilleurs des featherweight. Ouais. Que des champions. Que des champions. Et ensuite, les autres contenders, il les a battus. Hein. Frankie Edgar, pour son retour après la défaite contre Conor McGregor. Moicano, Stephens, quand Stephens avait refait un run. Donc, et puis bon, Moraes, et puis Chito Vera, tu vois, Chito Vera qui est quand même un acteur solide de la catégorie, donc on peut jamais l'écarter totalement Aldo. Après, moi personnellement, je pense qu'il va perdre ce combat, parce que il est très bon, Pedro Munoz, et c'est un combat, je trouve que Pedro Munoz, tu vois, il met la pression, il est tout le temps sur toi, il te fait bosser, en fait. Et il aime pas ça, en fait, Aldo. Il aime bien, tu vois, quand il est à distance, qui peut faire ses explosions athlétiques, qui peut s'exprimer quand c'est lui qui gère un peu le rythme. Là, Pedro Munoz, il va tout le temps lui marcher dessus, en fait, tout le temps. Et bon, sauf si Aldo a vraiment une lutte exceptionnelle, enfin, tu vois, parce que c'est ce qu'il a fait contre Chito Vera, parce que Chito Vera, pareil, cherchait à lui mettre la pression, et bon, il l'a calmé tout de suite. Bon, allez, on va aller au sol, et ça va être réglé, je vais te contrôler là, tu vois. Enfin, donc il peut peut-être faire ça face à Pedro Munoz, mais Munoz, je trouve que Munoz est un peu sous-estimé, en fait. Exactement. Regardez ces 2 derniers combats contre Frankie Edgar où c'était très très chaud. Et contre et le combat qu'il a gagné. Ouais, qu'il a gagné, ouais. Donc, ouais. Ça va être tendu, en tout cas, ce co-main event. Mais en tout cas, à mon sens, hein, moi, c'est vraiment pas le combat de trop. S'il perd, il n'y a rien de déshonorant parce que c'est Pedro Munoz. Et s'il gagne, bah, mine de rien, il sera pas dans la course au titre, en tout cas dans l'immédiat. Mais Vera et Munoz, ça fait déjà 2 noms qui sont pas mal, qui sont tous les deux dans le top 10. Il était dans le top 10, Vera? Non, il était pas dans le top 10, parce qu'il sortait de la victoire contre Sean O'Malley. O'Malley. Et donc, ouais, non, il était peut-être pas dans le top 10, mais honnêtement, moi, je considère que c'est un des bons gars de la KT, hein, Chito Vera. Donc, Mais j'aimerais bien voir, par contre, ensuite, José Aldo contre Rob Font. Voir un peu ce que le jab de Rob Font peut faire. Moi, j'ai un peu peur justement de ça, parce que je pense que Rob Font, il a vraiment le style pour emmerder Aldo. Il aime pas ça, Aldo. Il aime pas les gens qui ont un bon jab et qui les fait, tu sais, qui le fait bosser. Regardez, voilà, c'est ce que j'allais dire. Les 2 combats contre Max Holloway, c'est vraiment ça. Max Holloway le fait s'épuiser en fait sur des échanges. Alors tu te dis, tu vois, à chaque échange, tu te dis putain, c'est génial ce qu'il fait Aldo. Si tu prends les échanges complètement isolés du reste du combat, tu vas faire une explosion, il va revenir sur un coup, c'est parfait en termes de boxe anglaise, tu te dis putain c'est magnifique, sauf que bon, il met pas KO son adversaire, et surtout en termes d'énergie, ça lui a bouffé une énergie de dingue de faire ça, tu vois. Alors que Holloway a juste fait une feinte de jab, et a accompagné le coup avec son épaule, et en fait ça lui a presque rien coûté en fait comme effort. Et il continue, et en fait, vous regardez les 2 combats contre Holloway, c'est pas tellement les coups, c'est les mouvements de tête, c'est l'épuisement, tu vois, la machine elle surchauffe, et Yann a fait la même chose, hein. Yann au début essaye de l'avoir un peu de vitesse et tout, il n'arrive pas à doubler, c'est quand même exceptionnel qu'Aldo continue d'avoir cet avantage sur des gens qui sont plus jeunes que lui, plus athlétiques, et qui ont surtout
il y a un truc qui est non négligeable, c'est le savoir-faire d'entraînement, tu vois, c'est Mhm. des gens qui sont venus après, qui savent mieux s'entraîner, tu vois, que l'époque d'Aldo. Aldo, il a commencé à s'entraîner où c'était, je vais pas dire que c'était le Moyen-Âge du sport, mais Ah non, mais il dormait dans son gym. Ouais, non, voilà, c'était à l'arrache, donc c'est exceptionnel qu'il garde ça. C'est pour ça que pour moi, c'est un des plus grands noms du MMA encore Mhm. aujourd'hui. On a tendance à l'oublier d'ailleurs. Ouais, Attention. il faut pas l'oublier, mais je pense qu'il sera rendu justice à José Aldo quand il partira à la retraite, je pense. Ce sera une carrière qui sera réévaluée positivement, je pense. Néanmoins, ce que je disais, c'est que Khan, au début, il a essayé de le prendre de vitesse, il n'a pas pu, et il a réajusté sa stratégie pour l'avoir en fait à l'usure. Et bon, c'est la ligne tracée en fait pour battre Aldo. Il y a guère que Conor McGregor qui est zappé en fait, qui est piégé Aldo qui l'ait pris de vitesse si tu veux. Mais sinon les restes ils l'ont eu en fait subtilement en fait. Tout à fait. Et ce qui est, j'ai presque envie de dire, d'autant plus impressionnant. C'est plus impressionnant. Surtout Max Holloway parce qu'il l'a fait 2 fois. Ouais. Et les 2 fois, on faisait déjà des podcasts, on faisait pas des pronostics, mais à chaque fois on était, Aldo va réussir quand même. Ouais, surtout le premier, il y a eu un moment, 2-3 moments où, de mémoire, il touchait vraiment Holloway, mais bon, pareil, Holloway c'est pareil, on parle de grand de la KT, Holloway c'est un des grands de cette catégorie-là. Et c'est très amusant, enfin très intéressant, c'est qu'il arrive à retourner la machine Aldo contre elle-même, enfin c'est une machine qui surchauffe. Il faut la faire s'auto-consommer en fait. Je regrette quand même l'absence d'utilisation de l'Eki contre Max Holloway. C'est vrai, mais en même temps... Qu'a fait ensuite Alexander Volkanovski. Ouais, alors, et justement, la différence, c'est que le truc, c'est qu'Aldo, il a toujours eu des bons kicks, mais il les a jamais vraiment eu en contre. C'est-à-dire, c'est quand c'était un peu Dutch style kickboxing, il faisait des enchaînements et il terminait sur ses low kicks. Et en fait, Holloway, autant il était facile de le timer en low kick quand il rentrait en jab, et c'est vrai que c'était l'ajustement qu'aurait dû faire Aldo, mais il l'a pas fait. Autant le choper en low kick quand t'avances sur lui, quand t'agresses, c'est compliqué parce qu'il te contre. Généralement, il a un bon œil pour voir quand est-ce que tu vas engager les hanches pour un kick. Il va rentrer à ce moment-là et comme il a pas une très grande allonge, mais il est très grand. Il a un buste, tu vois, qui est un peu flexible. Il peut se pencher, il peut créer des angles. Comme ça, c'est un peu compliqué de sortir les kicks contre Holloway quand t'es agressif. En revanche, en contre, ce qu'a fait justement Volkanovski dans le premier combat, c'est de patienter, en fait, d'attendre que Holloway fasse son pas en avant pour envoyer son jab. Là, ça peut bien marcher. Mr. Ben. Alors, toujours concernant Aldo, vous avez vu qu'il a parlé de Conor il y a pas longtemps. Oui, d'ailleurs, de manière assez élogieuse, justement. Voilà. Il croit un retour de Conor McGregor. Il le voit redevenir champion. Alors, il a dit ne jamais douter des champions. Est-ce qu'il parle pas de lui-même, en fait, en parlant de Conor? C'est une question de El 9 93 encore. Il est de retour El 9. C'est pas mal ça, mine de rien. Mais oui, je partage l'avis de José Aldo. Je pense qu'il y a de ça. Il y a aussi le côté, il s'est fait finir en 13 secondes contre Conor McGregor. Donc, faut aussi, mine de rien, rendre justice à lui. Après, moi, je suis plutôt... Je préfère cette attitude-là de José Aldo parce que je pense qu'il y a eu un moment où José Aldo, clairement, ne s'était pas remis de cette défaite. Ouais. Et il y a eu plusieurs années où, franchement, c'était assez dur d'être fan d'Aldo. Je vous cache pas parce qu'il poursuivait un rematch qu'il ne pouvait pas avoir, en fait, qu'il ne pouvait pas obtenir. Et c'était extrêmement frustrant. Je trouve que depuis qu'il est en paix avec ça et qu'il est redescendu justement en bantam et tout, il a des meilleurs résultats. Et justement, c'est pas la première fois que Aldo, quelques années après, a pris la défense, ou en tout cas eu un avis mesuré à propos de Conor McGregor. Pour ceux qui se souviennent, je sais plus à quelle occasion, je crois que c'était au Bellator, McGregor à un moment donné avait vu un de ses teammates gagner. Il avait couru dans la cage, il avait repoussé un arbitre et tout. Son coéquipier, perdait le combat. Il avait poussé Mark Goddard. Ah oui, c'était ça, ouais. Charlie Ward, je crois, c'était ça le nom de son coéquipier. Ouais. Et bon, les gens avaient critiqué, et Aldo était venu prendre sa défense en disant oui, mais c'est l'esprit de team et tout. Tu vois. Donc je pense que depuis quelques années, la hache de guerre est enterrée de toute façon, et il a fait la paix avec ça, tu vois. Il y a eu en fait, ce qui a joué aussi, c'est les autres défaites face à Holloway et... je pense qu'il y a eu beaucoup d'amertume par rapport au trash talk de McGregor et par rapport au fait que c'est lui qui a fait tomber en fait son invincibilité. Mais à partir du moment où il a rencontré d'autres compétiteurs, qu'il est passé à autre chose, voilà, il a fait la paix avec ça. Et puis je te rejoins un peu, Guillaume. Je pense que c'est plus avantageux pour lui de parler en bien du mec qui l'a fait tomber, tout simplement parce que par effet de ricochet. Tu parles en bien de toi-même, tu vois, en faisant ça, tu vois. Donc, ouais, bon, après, est-ce que c'est de l'inversion? Est-ce que c'est quelque chose qui projette, en fait, sur lui? Ça, j'en sais rien. Ça, pour le coup, là, je peux pas deviner, tu vois. Mais après, qu'il a un avis positif sur Conor McGregor, moi, je pense que c'est
ça me choque pas, tu vois. C'est pas un. En fait, Aldo, étonnamment, c'est quelqu'un qui s'exprime pas beaucoup en public sur le comportement des gens et tout. Enfin, c'est pas un mec qui a une approche moralisatrice tout le temps. Ça lui est arrivé de prendre de position sur certains problèmes, mais c'était un champion plutôt silencieux de l'UFC en fait. Ce qui lui a été reproché d'ailleurs lors de son règne. C'est vrai, reproché lors de son règne, et aussi ce qui a joué en fait dans le fait qu'il n'ait pas eu de rematch face à Conor McGregor et tout, malgré le fait qu'il avait été ce qui est quand même assez dingue. Ce qui était dingue, ce qui était hallucinant, mais c'était la Fury McGregor, tu vois, faut se replacer dans ce contexte-là, et donc du coup, bon là, la hache est enterrée moi je pense que ça fait des années qu'il n'en est plus rien à secouer en fait de sa rivalité avec McGregor, donc ça me choque pas. Bah voilà, nous avançons pour José Aldo. Alors on demande si c'est un combat en 3 ou en 5 rounds. Ah, c'est un combat en 3 rounds puisqu'il n'y a que des 5 rounds, bientôt en 6, que pour les frères Diaz quand il n'y a pas de main event ou de combat pour le titre à l'UFC. Nick Diaz qui revient lors de l'UFC 267 fin septembre, aura aussi un combat en 5 rounds face à Robbie Lawler. Une revanche. Et en cas de victoire de Aldo, qui vous voyez par la suite? En vrai, moi j'aimerais bien Rob Font. Parce que Rob Font, ça permet en fait de légitimer Rob Font en tant que futur contender s'il s'impose. Ouais. Du coup, tu le vois en gatekeeper, Aldo, maintenant? Oui. Oh putain. Ouais, bah c'est terrible, mais malheureusement, parce qu'en fait, le problème, c'est que la KT Bantamweight, elle est chargée, là, en ce moment. Elle est vraiment chargée. Il y a un influx, il y a les vieux qui veulent pas partir, il y a les jeunes qui en veulent. Et les vieux qui sont toujours forts. Et qui sont toujours forts, ouais, ça c'est clair. Et donc, c'est chaud. Après, Rob Font, moi, j'ai pas envie, parce que... Enfin, je le sens très très mal ce match-up. Ah non, je pense qu'il perdra. Je le sens très très mal parce qu'en plus Rob Font, il a, en plus du fait qu'il a une grosse activité, une bonne anglaise, il a les mains lourdes quand même aussi. Donc non, moi attends, Dvalishvili ou un mec comme ça, un gros lutteur pour qu'il nous refasse. Après ils sont pas assez bien classés. Ouais, mais juste j'ai envie de revoir parce que c'est son point fort en fait. Ouais. Et qui c'est quoi 94% je crois de défense de takedown, c'est monstrueux. Tu le mets pas au sol ce mec-là, impossible. Et en plus de ça, c'est même pas un gars qui a de bons déplacements, tu vois, qui t'esquive et tout, c'est juste, en lutte, il est exceptionnel, en fait. D'ailleurs, c'était Ben Askren, au moment où il avait fait la transition à l'UFC, qui avait, c'était Joe Rogan qui avait dit, qui sont pour toi les combattants les meilleurs en lutte à l'UFC? Et je crois qu'il avait dit José Aldo dans les premiers, tu vois. Et c'est vrai que ce qu'il fait, tu vois, en termes de pivot, de placement des hanches, de Weezer, tu vois, de juste donner le single leg pour ensuite repartir, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et surtout face à des lutteurs d'exception. Ouais, c'est le deuxième combat contre Frankie Edgar, c'était vraiment contre Chad Mendes aussi. Oui. Tu vois, c'est délirant, tu vois. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas une question d'esquive, de placement et tu vois, de footwork et tout. Il fait pas du Adesanya, tu vois. Il accepte en fait le contact, la prise de contact. Il arrive à sortir du truc, quoi. C'est délirant. Donc ça, ouais, j'aimerais bien voir contre un gros lutteur de cette catégorie, ça me ferait marrer, tu vois. Ou bah après, ouais, non, là, le problème, c'est qu'il est champion actuellement, et Aljamain Sterling. Ouais, waouh, ouais. Faudrait pour cela que... Ouais, bah, cela dit, pourquoi pas? C'est vrai que si l'UFC a envie de replacer José Aldo, Aljamain Sterling perd contre Petrian lors de l'UFC 267, ouais, c'est ça, donc c'est 266 pour le retour de Diaz. Ce sera un beau cadeau pour Aldo, pour le coup. Voilà, pour le futur title shot. Parce que là, pour le coup, c'est un match-up que je pense plutôt favorable pour Aldo, bien que moi, Aljamain Sterling, bon, très honnêtement, sa dernière sortie, elle est entachée par la fin, mais j'ai bien aimé ce qu'il a fait pendant ce combat contre Yann. Le fait de saturer de volume et tout Yann, c'était vachement intelligent comme stratégie, et je trouve qu'il s'en est mieux sorti que la plupart des adversaires de Yann. Ouais, il s'en est bien sorti, mais tu vois, petit à petit, l'écart se creusait. Évidemment, je dis pas qu'il était en train de gagner, mais je trouve que, enfin, ça a jamais été un bon striker, Aljamain Sterling. Complètement. Personne n'aurait parié qu'il arrive à avoir ce type de performance face à le meilleur striker de la KT, parce que Yann, pour le coup, c'est un tueur à gage. C'est clair. Donc c'était intelligent, et en termes de stratégie, volume striking face à Aldo, ça marche bien aussi. Donc tu vois, l'un dans l'autre, ça s'équilibre bien, tu vois. C'est un match, moi, qui me fait kiffer, tu vois, oui, effectivement. Allez, bah, donc pourquoi pas. Plus que on voulait matchmaker, oui, parce que là, ce serait très dangereux pour José Aldo. Alors Ben. Alors déjà, petit point, on est retombé à 600. Je suis déçu, les gars, je suis déçu. Ouais, tant pis. Ouais, je monte de Marseille pour vous. Tristesse. Et voilà. Ah là là. Donc, sur Aldo, vous avez répondu à peu près à toutes les questions. Parfait. Est-ce que vous voulez passer sur un autre... On prend 2 dernières questions, Polydomso? Yes. Allez, 2 dernières questions. Alors, question, comment vous faites pour tenir toute la nuit? Vous ne voulez pas le savoir. Non, plus sérieusement, petite sieste. On va faire une toute petite sieste, du café,
et puis peut-être, éventuellement, une canette de Monster. Éventuellement. Éventuellement. Ah non. Ah oui, non, 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 non. Et petite info en exclusivité, en plus moi demain j'ai entraînement, donc Voilà. Oh là là, ça va je piquer vais être les en mode amis. zombie pour le coup. J'ai une question de KFG Okagbar. C'est quand le prochain La Sueur en Sueur? Le prochain La Sueur en Sueur, les gars, donc il est déjà tourné. C'était avec Morgan Charrière. Oh. Et oui, c'était avec... Et breaking news, Rusty B a été dans le dur. Il a... C'est chaud parce que pour le crever, le Rusty B, faut y aller. Beaucoup ont essayé. Et il sort, donc nous sommes en août, je crois qu'il sort début septembre, à mon avis. Oh. Voilà. Et Voilà. mais en tout cas, c'est voilà. De tous les La Sueur en Sueur, pour l'instant, il n'y en a eu que 2. Avec celui-là, le 3e, c'est celui où Rust a le plus pioché. Il le dit, je crois, c'est l'entraînement qui a été le plus difficile pour lui. Putain, parce que le premier, déjà, c'était chaud, Ouais. chaud patate, ouais. Donc, non, là, c'est vraiment intéressant, et donc ça vous permet de voir aussi comment s'entraîne Morgan Charrière. C'était au NR Fight, et donc il y a pas mal il y avait aussi Mansour Barnaoui, donc hyper impressionnant, Mansour Barnaoui. Et là, littéralement une machine, parce qu'il y a un moment donné, donc c'était un espèce de circuit, ils font de l'assault back, bien évidemment, et c'est, je crois, sur 1 minute, vous faites 12 secondes d'assault back pendant 10 minutes, je crois, ou pendant 8 minutes, enfin bref, mais c'est un truc. Mansour Barnaoui est avec 2 autres mecs, il finit ces 2 minutes, il y a les 3 gars qui arrivent vers moi, il y en a 2 qui sont au sol, et Mansour qui me fait salut Guillaume, comment ça va? Je fais bah ça va et toi? Ouais, bah je viens de finir l'entraînement là, tranquille. Et attends, il fait pas pas essoufflé. ensuite, il fait pas un autre truc après, il fait pas du sac ou un machin Et comme ensuite ça, je crois parce qu'il allait faire un peu de force, parce il allait que faire Rust me l'avait raconté cette histoire, je crois qu'il C'était juste fou. après il allait faire un autre truc à côté. Alors que les 2 autres gars étaient complètement en PLS, enfin vraiment, et justement la seule blague c'est ce qui a mis Rust en PLS, donc ça vous donne une idée, vraiment quand Mansour Barnaoui, il y a Georges Saint-Pierre qui dit ce mec là m'impressionne, justement par sa durabilité, son endurance, c'est Et vrai. Clément Marcoux aussi. On l'a vu, et Clément Marcoux aussi, le gars n'est jamais crevé, c'est complètement fou. Délirant. Mais il bosse énormément. Oui, bah bien sûr, oui, non, ça n'arrive pas comme ça. Ouais. On veut La Sueur en Sueur avec Saladin Parnasse dans le chat. Oui, mais ce serait... ce serait ouf. Écoutez, ce serait ouf, ce serait d'ailleurs avec plaisir. Ouais. Franchement, bah ouais. Ouais, parce que surtout qu'on le voit s'entraîner assez souvent sur les réseaux sociaux en tout cas, il montre les vidéos de ses entraînements, ouais, bah franchement. Bah nous on n'est pas du tout fermé à l'idée. Donc voilà, donc n'hésitez pas d'ailleurs, parce que si vous voyez voilà, ce podcast-là sur YouTube, ou vous nous écoutez, à transmettre ça à Saladin Parnasse, et puis on met ça en place quand il veut. Hein. Ou allez commenter, merci Ben, allez commenter son Insta, le dernier post de Saladin Parnasse, vous mettez on veut un La Sueur en Sueur, et puis voilà, de toute façon vous savez, nous on est toujours disponible, donc ce sera, je n'allais pas dire anyone, puisque c'est Saladin Parnasse, mais à Saladin Parnasse, ce sera littéralement anywhere. Donc voilà. Je profite qu'on est hors sujet avec oui. Allez, c'est parti. avec l'event de ce soir. On a Bax de France qui te salue de Rennes. Salut Bax de France. Et qui demande une date pour l'application. Ah, une date pour l'application. Alors là, l'application, je l'ai vue de mes yeux, avec donc Ben qui est aux manettes. Hein. Elle est magnifique. Je sais pas de quoi vous parlez. Elle est magnifique l'appli. Vraiment, c'est du travail. Et il m'avait promis 2 dingueries pour aujourd'hui. Il monte l'application. Donc déjà, bon bah là, là ça devient quand même très sérieux. Et ensuite, c'était même pas ça la dinguerie, les gars. La dinguerie, c'était le Golden Gain qui se trouve juste ici, qui est quand même, c'est vrai que c'est assez fou. Hein. Donc oui, donc pour revenir à l'application, on peut s'attendre à une application qui arrivera pour la rentrée, donc d'ici septembre. Ouais, à peu près. Voilà, le temps de tout finaliser pour que vous ayez quand même une expérience qui soit la meilleure possible, tout simplement. Voilà. Voilà. Le temps de débugger, de mettre en ligne. Exactement. On est bon. Voilà. Et ce sera disponible partout, c'est quoi? C'est Apple Store et Google Store, ça? Partout. Même sur votre Wiko. Allez, voilà. Shout out à Wiko, Cocorico Wiko. On en a fini, mon cher Polydomso? Yes. J'ai 2 questions pour Polydomso. Allez, 2 questions pour Polydomso. Alors, j'ai une question de Siwa. Comment tu fais pour avoir une voix aussi suave? Alors là, j'espère que tu... Vous ne savez pas ce qu'il boit. Des années d'entraînement à draguer des meufs comme ça, hein, ça forge la voix un peu de baryton. Non, je déconne, j'en sais rien, c'est naturel. Et donc, une question de Bufflon 93. Est-ce que tu as de gros dorsaux?
c'est en train de partir, là. Pas particulièrement, je sais pas pourquoi il dit ça. De toute façon, celui qui physiquement Oui. casse les compteurs, c'est Comme Broly. Rusty, ouais, c'est Rusty. Parmi nous. Ouais, moi, je Et me il ne montre casse pas. pas que les Après, compteurs. je le prends au niveau des jambes, je pense. Oui, complètement. Je pense. Complètement. Moi, je me montre pas, c'est pour pas vous impressionner, parce que... Et il a bien raison. Ouais, non, Ben, c'est Non, aussi... mais les dorsaux, c'est clairement pas. Non, moi, c'est plutôt les cuisses et les mollets, en fait. En réalité. Complètement. Parce que water polo plus box tie plus karaté kyokushin, bah, les jambes, Ça vous malheureusement. forge un homme. Après, c'est moins bien pour draguer sur la plage. C'est dommage. On peut pas tout avoir. Hein. Bah voilà. On a Putain, mais il y a des gens qui te connaissent Ah sur ouais le chat. Ah, Non, on me mais- demande si t'es chaud en Muay Thai, et est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ton... Chaud, Sur non. ton Muay Thai. non, non, Oh, quand même. Non, Il a non, un certain niveau. Non, Il a un non, certain faut pas niveau. déconner. Non, attends, les gens qui s'entraînent vraiment, ils sont très sérieux. Moi, je veux pas, en fait, c'est pour ça que je le mets jamais en avant, parce que je considère que c'est une insulte à ceux qui font vraiment de la compétition et qui sont vraiment sérieux là-dedans. Donc oui, j'ai pratiqué, et je continue de pratiquer longtemps, mais boxeur de salle, quoi. Un bon niveau, oui, plus. c'est pas de la compétition. Voilà. Ouais, non, voilà. Et puis, j'ai un énorme respect pour ceux qui en font, et c'est des oufs, et ça demande un investissement de tous les jours que je n'ai jamais réussi à avoir, moi, personnellement. Bah, j'aime trop les choses de la vie, quoi. Je suis un hédoniste, moi, tu vois. J'aime bien manger, j'aime bien picoler, j'aime bien rencontrer des meufs, tu vois, donc voilà, c'est pour ça. On choisit, on a des choix de vie, tu vois, c'est comme ça. Bien. Bah, c'est tout pour nous. L'UFC 265 est à suivre. Dans la Un mot minute sur de dimanche. Kessa. Sur Kessa. Ah oui, Oui, ouais, bon, allez, pour finir, d'accord, les ok. gars, pour finir, un mot sur Kessa qui affronte Vicente Luque, Chente Luque. combat qui s'annonce particulièrement. Polydorso. C'est pas mal, Polydorso. Combat Excellent, mec, excellent. Qui a dit ça? C'est Roland... Non, je vais pas le dire. Ah oui, oh là 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 Bah, là. donner un cookie à Putain, Roland. les gars, ouais, vous êtes forts. Vous êtes trop forts dans le chat. Donc Polydorso, ouais, non, un combat qui s'annonce particulièrement Il a indécis fait en tout cas. 5e contre 6e de la catégorie welterweight, invaincu en welter à l'UFC Michael Chiesa. Et de son côté, Vicente Luque, bah, qui mine de rien, s'est forgé un petit CV. Bah attendez, Vicente Luque, c'est sur ses 10 derniers combats, c'est une défaite face à Wonderboy. Mm. Et je ne sais combien de KO, et pour moi, il est ridiculement sous-estimé, Vicente Luque, hein, dans cette catégorie. Pourquoi en plus? Parce qu'il a un style qui devrait passionner les foules. Bah ouais, mais il parle pas. Tu vois, c'est un mec qui est un peu taiseux. En plus, gueule d'ange. Non, mais moi, franchement, il a tout pour. Il fait kiffer ce mec-là, et puis ses combats, on s'emmerde jamais. Enfin, son combat contre Mike Perry, enfin, regardez-le, quoi, le truc est délirant. Enfin, Le nez de Mike Perry aussi. Le nez. Ouais, le nez de Mike Perry qui allait regarder ce qui se passait du côté ouais, de son dos. Enfin bref, non, mais le combat est ouf. Et non, je savais pas vous dire pourquoi ça fonctionne pas. Et peut-être il est pas américain, il parle pas trop, il est un peu discret. Bon, là, je pense qu'il a l'occasion. Honnêtement, moi, je pense qu'il va gagner ce combat contre Chiesa. Parce que Chiesa, je trouve que il a battu qui Chiesa en welterweight? Il y a RDA. Neil Magny lors de son dernier combat. C'est vrai, il y a Neil Magny. Et il a battu Diego Sanchez. Voilà, c'est ça. C'était ça que je me disais. Bon, RDS, c'est plus un match-up qui était favorable, en fait, je pense. Parce que c'est le dernier combat d'ailleurs de RDA en welterweight. Ouais, non, l'avant-dernier parce qu'il y a eu aussi Kevin Lee. Et victoire contre non, Kevin attends, Lee. Kevin Lee, c'était avant. C'était avant Kevin Lee. C'était avant, ouais. Et non, il l'a enchaîné parce qu'il y a eu la défaite contre Colby Covington. Kobe Covington, il y a eu Ousmane. Je crois qu'il y a eu Kevin Lee dans cette période. Et ensuite, il y a eu Leon Edwards et Chiesa. Oui. Et Chiesa, je pense que c'est son dernier combat en welterweight. Et donc voilà, donc c'était compliqué pour lui. Sanchez, je le prends pas en considération ce combat-là, ça fait un moment que Sanchez est plus vraiment dans le coup. Et Neil Magny, c'est un mec qui est un peu sur courant alternatif en fait depuis un paquet de temps en fait. À un moment donné, il va te battre Li Jingliang par exemple. Et ensuite, il va perdre par KO contre Lawrence Larkin, tu vois, enfin, c'est un mec qui a jamais réussi. Il est très bon hein, en termes de cardio et il a plein d'armes qui sont très intéressantes. Il a un bon jab et tout, mais il a jamais réussi à mettre vraiment tous les trucs ensemble, tu vois. Donc, je pense que le bilan de Chiesa, certes, est encourageant en welterweight, mais il n'est pas du tout du même niveau que celui de Luque, en fait. Mm-hmm. Et je trouve qu'il a encore un petit peu. Le truc, c'est que Chiesa maintenant, il fait du contrôle. Exactement. Et bon, il peut tout à fait. Moi, ça me choquerait pas qu'il arrive complètement à bloquer en fait Luque sur les 3 rounds. Ce que je pense, hein, parce que c'est une mine de rien, il a eu possibilité. des grosses alertes dans sa carrière.
C'est vrai, mais je trouve qu'il y a encore, il y a encore des trous, tu vois. Il y a encore des trous, il est encore un peu lent et... On l'a vu contre même Magny, hein, il y a quelques moments, c'était chaud. C'est ça. Et même de mémoire contre Rafael dos Anjos, quand ça restait pas... Ouais, complètement. Bon, voilà, bon, ça n'a pas été très non plus, ça, je suis pas en train de réécrire le combat, hein. Il n'y a pas des moments où j'étais genre, oh putain, il va gagner, tu vois, mais c'est vrai que c'est pas son fort, et le truc, c'est que Luque, il te rate pas, quoi, c'est dès qu'il a une ouverture, pareil, lui, il s'engouffre dedans, donc je pense que ça va être un peu le stop, tu vois, pour qu'il y ait ça, tu vois. Et par contre, s'il valide vraiment cette étape, moi je vais vraiment y croire parce que là déjà je trouve bien mieux en welter qu'en lightweight. Et là il a vraiment ce que je trouve vraiment impressionnant qu'il n'avait pas en lightweight, en tout cas je pense à mon avis c'est que c'était le weight cutting qui était trop dur pour lui, c'est qu'il a vraiment cette capacité à dès qu'il y a une alerte ou un début de tempête à stopper sa net. C'est pas spectaculaire, vous pouvez regarder par exemple le dernier combat qu'il a fait contre Neil Magny, mais ça lui permet d'être en contrôle total sur le combat. Et là vraiment moi ça m'a impressionné, s'il arrive à faire ça contre Vicente Luque, alors là... Oui, là ça a un sens. Enfin, je veux dire, c'est une victoire qui a une certaine portée dans la catégorie, ça c'est clair. Alors, Ben, apparemment, il y a eu quelque chose dans le chat, là. Non, mais je peux pas... Ah oui, on peut... Il y a des dingueries. Non, mais il y a une... Je suis désolé de vous couper. Apparemment, il y a une breaking news sur Darren Till. Il y a le combat qui est signé pour le 4 septembre. Oui, complètement, contre Derek Bronson. Ouais, c'est ça. Exactement. Qui devait avoir lieu donc à l'UFC London, décalé. Donc, enfin délocalisé, pardon, à Las Vegas. Derek Bronson qui continue de prendre les jeunes là. C'est ça. Parce qu'il y a eu Shabazian, il y en a eu un autre qui l'a battu. Est-ce qu'il y en a eu n'hésitez pas à dire dans le chat qui l'a... Moi j'étais resté sur Shabazian depuis. Il y en a eu il était revenu ensuite. Ouais. Je sais plus contre. N'hésitez pas à le... Kevin Holland. Il a battu Kevin Holland, c'est Kevin Holland et Edmond Shabazian, ouais, c'est ça. Ouais. Kevin Holland, ouais. Et donc du coup ensuite Darren Till. Je trouve qu'il combat beaucoup mieux Derek Bronson depuis quelques temps. Ouais. Il se jette moins. Il connaît ses forces et ses faiblesses. Non, mais c'est vrai, non, parce que c'était un peu le truc, c'est que c'était vraiment un diamant brut en fait Bronson dans cette catégorie. Hein. Il y a plusieurs combats où il y allait, mais avec le pire game plan possible. Adesanya dernièrement. Adesanya, Whittaker, pareil, il se jette dessus, tu vois. Enfin, c'est délirant, quoi. Et tu peux pas combattre comme ça, tu vois, de cette manière-là, contre des mecs comme ça. Et là, maintenant, tu vois, il prend son temps, il a un peu plus confiance en son striking, il construit. Et tu vois, contre Edmond Shabazian, en plus, au début, en plus, sur le premier round, il prend pas mal de coups, tu vois, mais il laisse passer l'orage, il est patient, tu vois, il panique pas, tu vois, il se jette pas dans le truc et tout, donc je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Exactement, ouais, non, c'est beaucoup plus masqué, parce que c'est même je crois que contre Ian Heinisch, où il s'était pris un knockdown aussi, ensuite il avait réussi à le contrôler, mais ça avait été assez, c'est vrai, assez compliqué comme combat pour lui, mais c'est vrai que c'est bien maintenant de voir jusqu'où il va pouvoir aller, avec, là, je pense qu'on est dans Prime Derek Bronson. Ouais, en tout cas, techniquement, peut-être il était plus énergique avant, tu vois, mais techniquement, c'est là où il est le plus raffiné, en fait, pour le coup. Et puis de son côté, Darren Till, qui est, mine de rien, toujours à une victoire du title shot. Hein. Ouais, et puis on le kiffe, Darren Till, donc voilà. Et puis là, ça faisait... Enfin, ouais, j'aurais bien aimé voir le combat contre Marvin Vettori. Pareil, mais Vettori, du coup, va combattre... Paulo Costa. Paulo Costa, ouais, tout à fait. Donc voilà, à suivre. C'est tout pour nous, Ben. 2 petites questions. Oh, allez, 2 petites. Alors, il y en a une pour moi. Big Ben, un prono pour Montpellier et Marseille demain. L'OM, hein, gros, tu le sais. Par TKO. Au premier round. Et non, une question très intéressante de Raphaël Mira, 22. Pas sur l'event, mais très intéressante quand même. Maintenant que Poli est full-time chez la Sueur, est-ce qu'il va participer avec Rust au La Sueur en Sueur? Oh là là là. Si c'est pour me faire ridiculiser par Rust... C'est ça, Rust a mis la barre. Rust, ça fait 2 ans qu'il s'entraîne comme un Spartiate. Là, ça va être chaud de rattraper le retard. Hein, mais après, on pourrait faire peut-être des lassures en sueur un petit peu différents avec Polydomso, parce que Polydomso... Zumba, fitness. Non, mais non. Il est terrible. Non, mais on a eu d'autres propositions de lassures en sueur qui sont dans d'autres disciplines, et ça pourrait... On vous tease aussi, mais ça pourrait être particulièrement. Mais c'est vrai que ça ouvre plus d'options et trucs, et moi je me prêterais bien au jeu, ça pourrait être marrant. Mais ouais, avec Rust c'est plus marrant. Enfin, Rust il fait des trucs vraiment physiques de dingue, quoi, et c'est plus drôle de regarder Rust pour ça, parce qu'il a les arguments pour le faire, tu vois. Puis on va le dire honnêtement, que ce soit Polydomso ou moi-même, il est plus crédible que nous aussi. Bah c'est clair, enfin, très honnêtement. Bon. On va être, mais avec Polydomso, on a quelques projets aussi à l'international, qui... Ouais. On n'en dévoile pas trop, mais ça pourrait être intéressant, ouais. Exactement.
Un petit truc comme le mec de koh là, qui est parti en Thaïlande. Non, Big Ben, non. Moi, je le verrais bien. D'autres choses. Alors, et ben voilà, bref, c'est terminé. L'UFC 265, c'est dans quelques heures maintenant. On va se reposer. On sera présent sur le main event. Juste après le main event, si on est un petit peu trop cuit, mais en tout cas, il y aura un énorme concours que l'on organise. Et peut-être pendant le main event, en tout cas, restez branchés, vers 6h30. Voilà, on vous souhaite un bon C'est UFC 6h30, 265, environ 6h30, sur lasur.com pour toutes les news, et sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Big shout out à Tsume pour ce magnifique Super Broly. Vous le savez, désormais. Et puis, Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Regardez, Polydomso tout en Venom. Tout de Venom Tout de Venom vêtu. Et big shout out My Sweet Pea, My Sweet Protein. En 38% sur tout My Protein avec le code la sueur. Fucking come and